Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver sur France 3 pour parler d'argent. Alors évidemment, je sais que ça ne se fait pas, mais ça va rester entre nous. Parler d'argent parce que 2013 aura été l'année où nous avons le plus puisé dans les réserves. Parfois pour finir le mois parce que c'est la crise. Mais c'est aussi, et on va le découvrir ensemble, l'année où nous avons le plus épargné. Malgré la crise, on parle de milliers de milliards. C'est-à-dire qu'avec notre bas de laine, on pourrait acheter 2 à 3 fois une ville comme Paris. Et c'est cet argent que le gouvernement voudrait que l'on dépense pour relancer l'économie, stimuler la croissance, mais que nous, en bon écureuil de Français que nous sommes, préférons stocker. Est-ce qu'il faut changer ça? On va en parler ce soir avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités en plateau. Et puis les bons investissements, puisque nous sommes des écureuils, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le livret A? Est-ce que c'est l'or, le vin? Pourquoi pas les vaches laitières? C'est assez surprenant, mais c'est très rentable et ça, vous le verrez tout à l'heure pendant l'émission. Mais d'abord, vous allez me dire, et la pierre? Et l'immobilier, je voudrais acheter, mais j'ai de petits revenus. Est-ce que ça vaut le coup d'emprunter, de s'endetter, de se jeter à l'eau? C'est la question que s'est posée pour vous, Marianne Tavenec. Charbonnières-les-Bains, une petite ville pavillonnaire dans la banlieue chic de Lyon. Un cadre champêtre, idéal pour les familles. C'est ici que Nicolas Quin, 42 ans, a posé ses valises en 2003. Locataire en appartement depuis des années, il voulait plus d'espace avec un jardin agréable. Nicolas avait un peu d'argent de côté. Il pouvait emprunter pour s'acheter un pavillon. 450 000 €, ça correspond, grosso modo, avec des différences, forcément chaque bien est unique, à la maison que j'habite aujourd'hui. La maison de ses rêves, Nicolas l'a finalement trouvée dans cette impasse au calme, à seulement 2 km de toutes les commodités. Alors voilà, c'est ici que j'habite depuis pratiquement 11 ans avec ma femme et ma fille. Et c'est parti pour la visite. Ici, c'est le salon, salle à manger, qui doit faire, je pense, 35-40 mètres carrés environ. Alors voilà le jardin, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette maison. Le jardin est assez grand, il y a un barbecue, qui est pour moi un élément très important, plus le coin des jeux pour ma fille, et puis l'indispensable terrasse pour les longs apéros d'été. En tout, 120 mètres carrés habitables et 1 hectare de terrain d'une valeur de 450 000 €. Une somme que Nicolas n'a jamais déboursée, puisque contrairement à tous ses voisins, il a finalement choisi de rester locataire. Pourtant, Nicolas avait les moyens de devenir propriétaire d'une telle maison. Pourquoi a-t-il pris une telle décision alors que la majorité des Français rêvent de posséder leur résidence principale? Est-ce que, comme le veut la croyance populaire, Nicolas jette son argent par les fenêtres en étant locataire? En grande majorité, les gens ont tendance à croire effectivement que je suis, si ce n'est un illuminé, au moins quelqu'un d'atypique. Car Nicolas n'en démord pas. Dans sa situation, louer est plus rentable que d'acheter. Avant de déménager, ce consultant en gestion a méticuleusement comparé les deux options. J'ai commencé à construire des petits simulateurs voilà, sur des feuilles de calcul pour essayer de comprendre, de se dire, voilà, j'achète ou je loue, qu'est-ce que je peux trouver dans les biens qui me semblent me correspondre en prix à la location, qu'est-ce que je trouve en prix d'achat, et puis quels vont être tous les coûts qui vont graviter autour, c'est-à-dire l'entretien, c'est-à-dire la taxe foncière, c'est-à-dire les coûts financiers liés à l'emprunt, etc., etc. Pour mener à bien sa comparaison, Nicolas se glisse dans la peau d'un acheteur. La maison qui lui convient coûte 450 000 €. Pour financer cet achat, il met 100 000 € d'apport personnel et emprunte le reste à la banque sur 25 ans. Ses mensualités sont de 2 300 €. À présent, si Nicolas se met dans la situation d'un locataire pour une maison équivalente, il paiera beaucoup moins. Son loyer est de 1 530 €, charges comprises. Et c'est là que la situation peut tourner à l'avantage du locataire à certaines conditions. Au départ, le locataire va déjà pouvoir garder l'apport initial que le propriétaire, lui, est obligé de donner à sa banque. Donc il va déjà garder ça comme épargne. Et ensuite, chaque mois, il va mettre un différentiel dans sa poche. Ce différentiel, c'est la différence entre la mensualité du crédit et le loyer.
Mais vous avez également l'entretien des travaux annuels que vous économisez, ou en tout cas que vous n'avez pas à dépenser si vous êtes locataire. Et le troisième, c'est la taxe foncière que vous n'avez pas à débourser quand vous êtes locataire. Et vous considérez que cet argent, ces économies annuelles, cet écart, vous l'épargnez. Ensuite, il calcule sur 25 ans la valorisation de la maison d'un côté, celle de l'épargne de l'autre. Il y intègre de nombreuses données et hypothèses, comme l'inflation, l'évolution des prix de l'immobilier ou celle des actions de la bourse. Et je me retrouve finalement au bout de 25 ans avec deux situations. Dans l'un, j'ai un propriétaire qui a un patrimoine physique en dur qui vaut 740 000 euros. Dans l'autre, j'ai un locataire qui a un patrimoine complètement intangible, c'est-à-dire un placement financier, d'obligations, etc., qui va s'élever à 850 000 euros. Donc pratiquement 15% de plus. Au vu de ces chiffres, Nicolas a opté sans hésiter pour la location, même si ce choix n'est pas non plus sans conséquences. L'avantage de la location, c'est que c'est plus souple. Vous pouvez épargner un peu plus certaines années, et puis d'autres, si vous prévoyez des vacances ou quelque chose de particulier, vous pouvez épargner un peu moins. Mais par contre, ça demande une discipline pour bien mettre de côté ce que vous devez de mettre de côté. Sinon, bien évidemment, au bout de 25 ans, votre patrimoine sera forcément inférieur. Cet effort, il a eu d'autant moins de mal à le fournir que la location a d'autres avantages qui ne sont pas négligeables. Ainsi, chaque année, ses propriétaires font des travaux pour améliorer le confort de la maison. Fenêtres, isolation, sans qu'il n'ait jamais à débourser un centime. C'est vraiment un gros soulagement que les propriétaires fassent la rénovation de la maison, de la même façon que s'il y a une fuite d'eau, on a eu le chauffe-eau qui a claqué par exemple, on a juste à appeler le propriétaire, on n'a pas appelé le plombier, etc. Et tout s'est fait de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment un gros soulagement et une facilité, je dirais, quotidienne énorme. Nicolas est donc un locataire heureux. Au quotidien, je ne me pose pas la question de location et d'achat, je dis ici c'est chez moi. J'ai pas besoin d'avoir mon nom sur un acte de propriété pour me dire que c'est chez moi. Mais au pays de l'immobilier, Nicolas reste une exception. Car dans leur grande majorité, les Français ne rêvent que d'une chose, devenir propriétaire à tout prix. Un rêve relayé depuis les années 60 par tous les présidents, comme ici Valéry Giscard d'Estaing lors d'un meeting en 1978. Il faut rendre des racines à chacun. Et y a-t-il des racines plus profondes que celles qui vous lient à votre maison, à votre terre? Il faut rendre les Français propriétaires individuels de la France. Ou bien encore, plus récemment, Nicolas Sarkozy lors d'une table ronde sur le logement en 2010. Vous allez pouvoir devenir propriétaire. Pourtant, depuis 10 ans, le nombre de propriétaires n'a presque pas évolué. Ils sont 58% en France, l'un des pourcentages les plus bas d'Europe. Depuis la crise financière, les banques prêtent moins. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'apports, acheter devient difficile, à moins de tomber sur une bonne affaire. Certains s'en sont fait une spécialité. À Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, Bellevue est un quartier populaire en rénovation. Dans cet immeuble, en plein cœur d'une résidence, se trouve un appartement pas tout à fait comme les autres. Un petit tableau à changer, prise de terre. Impeccable. On peut y aller là, c'est bon? Oui. Allez, impeccable. Je pense. Au milieu des habitants, 2 hommes ont installé leur bureau. Ils n'ont pas de vitrine ou de panneaux d'affichage, pourtant ils sont agents immobiliers. Ils se sont fait une spécialité de ce qu'on appelle les primo-accédants, des personnes qui réalisent leur premier achat immobilier. Allez-y, installez-vous, je vous en prie, le premier bureau. Florent et Laetitia sont locataires d'un 3 pièces au centre-ville de Nantes, mais ils supportent de moins en moins le bruit et la circulation. Alors ils ont décidé de déménager et surtout de sauter le pas en devenant propriétaires. Quels sont les critères principaux? Nous, ce qu'on voulait, c'était sans ascenseur, avec balcon.
Y a-t-il d'autres critères, notamment en matière de surface? En clair. 2 chambres. Oui, 2 chambres. Quelle enveloppe avez-vous déterminée avec votre banquier? 100 000 euros. 100 000 euros. Avec seulement 100 000 euros de budget dans une des régions les plus chères de France, le jeune couple a déjà vécu le parcours du combattant. C'est compliqué pour des jeunes maintenant de commencer. On ne peut pas acheter une maison, par exemple. On ne peut pas se projeter sur quelque chose de concret à court terme, quoi. Vis-à-vis d'une banque, c'est sûr que quand vous dites que vous n'avez pas d'apport, voilà, quoi. Ils sont un peu plus réticents, quoi. Ce sont des gens qui, souvent, ne sont pas toujours reçus par les professionnels, qu'ils soient banquiers ou agents immobiliers. Il n'y a pas forcément d'offres qui correspondent à leurs recherches. Florent et Laetitia avaient perdu espoir jusqu'à ce qu'ils tombent sur les petites annonces de cette agence. Si les 2 agents ont installé leur bureau dans ce quartier, c'est parce qu'ils sont persuadés du potentiel du secteur. Un quartier sous-évalué avec des prix très attractifs, car les appartements demandent souvent des travaux de rafraîchissement. L'un et l'autre, nous avons une quinzaine d'années d'expérience, toujours dédiée à ce quartier, à ce secteur. Nous le connaissons parfaitement, nous connaissons son potentiel et il nous paraît aujourd'hui clairement sous-coté. Sur le papier, Florent et Laetitia n'étaient pas emballés par le quartier, mais en découvrant la résidence, ils sont plutôt séduits. Donc l'appartement que nous allons aller voir est situé au numéro 13. Oui. Chiffre porte-bonheur. Et dans l'appartement, pour la première fois, ils commencent à toucher du doigt leurs rêves. Ce bien correspond à tous leurs critères. 68 mètres carrés avec un grand balcon et 2 chambres. Le tout pour un prix proche de leur budget, 118 000 euros négociables. Voilà, nous avons terminé la visite. Il nous restera à voir également la cave et puis le parking, puisqu'il y a un parking privatif, puisque je n'oublie pas que vous avez besoin de votre véhicule pour aller travailler. Un rêve à portée de main à une seule condition, s'endetter sur le long terme et rembourser 600 euros d'emprunt chaque mois. Une somme considérable pour ces jeunes salariés en début de carrière. C'est sûr qu'il faudra faire aussi des concessions, hein. Ça, on le sait très bien, hein. On s'engage sur quand même 25 ans, hein. C'est pas un crédit de voiture, quoi. Hein, donc forcément, mais on a le coup de cœur pour l'appartement. Mais bon, voilà, je pense qu'à un moment, faut aussi se dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc, soit on y va ou soit on fait rien du tout, quoi. Donc, Florent et Laetitia ont signé un compromis pour cet appartement. Ils devraient y emménager en juin. Le début pour eux d'une nouvelle vie. En France, 80% des propriétaires ont recours au crédit pour financer leur achat immobilier. La plupart n'ont pas le choix et craignent un jour de ne plus être en mesure de rembourser. Mais pour certains, emprunter de l'argent à la banque est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. C'est ce qu'a très vite compris Élise Franck, une jeune femme qui a bâti sa réussite personnelle et professionnelle en investissant dans la pierre. Je regarde toujours autour de moi pour voir s'il n'y a pas des affiches intéressantes pour essayer de débusquer un maximum d'affaires. En 2002, Élise est secrétaire dans une banque, mais elle a de l'ambition, un certain goût pour la décoration et elle se verrait bien faire fortune dans l'immobilier. Elle commence par emprunter 130 000 euros pour acheter et rénover complètement un studio qu'elle loue ensuite en meublé. Son objectif ? Faire en sorte que non seulement le loyer amortisse les intérêts d'emprunt, mais qu'il dégage des bénéfices. Et donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire pour mon premier investissement, puisque j'ai pu dégager tout de suite 300 euros de mémoire. Et ces 300 euros, je les ai gardés, je les ai mises de côté, mais ça m'a permis d'avoir tout de suite un cash flow positif. Et pourtant, son apport n'était que de 20 000 euros. Dès qu'elle a eu à nouveau un peu d'économie, elle a acheté un autre appartement, puis 2, puis 3, et ainsi de suite. Avec une règle d'or, dénicher des biens à prix cassé
dont personne ne veut à cause des travaux. Et tout miser sur la décoration pour déclencher le coup de cœur de potentiels locataires. Quand j'ai acheté ici, déjà l'immeuble était en mauvais état. Tout ce que vous voyez ici était assez délabré. L'appartement également était vraiment en mauvais état, assez sale. Et ce que je trouvais intéressant ici, c'était par exemple cette cour que vous voyez là, donc qui apporte quand même un charme supplémentaire. Quand on arrive, on a l'impression d'être dans une petite maison, voilà. Résultat, en 10 ans, Élise est devenue rentière et touche aujourd'hui 5 000 € par mois. Une réussite personnelle exceptionnelle, dont elle fait également un business. Et il peut nous faire vraiment quelque chose qui ressemblerait à ça, c'est-à-dire très très rustique. En 2010, Élise crée une société à son nom pour tirer parti de sa réussite. Avec sa dizaine de collaborateurs, elle déniche toujours des appartements à prix cassé. Mais elle les propose désormais à des clients investisseurs. Ensuite, elle s'occupe de tout, jusqu'à trouver le premier locataire. Allô ? Si votre budget est un peu plus serré, on peut partir sur Lyon, par exemple, sur Marseille, qui sont des régions très très intéressantes en termes de rentabilité et de placement. Grosso modo, depuis 5 ans, on a dû proposer 150 à 200 appartements à nos clients. Et la jeune femme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a quelques semaines, elle s'est lancée dans un nouveau défi encore plus ambitieux. Acheter un local commercial de 140 mètres carrés pour en faire des bureaux à louer. Tout ce qui est petite surface, petit 2 pièces, j'ai déjà exploité ce créneau, donc à titre personnel pour mes clients aussi. Et maintenant, j'avais envie de passer à l'échelle supérieure, je dirais, et d'essayer de découvrir un petit peu autre chose. Voilà, donc là, on est sur une surface plus grande, on est sur de la location de bureaux. Donc c'est encore autre chose et ça me permet aussi de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et d'essayer de découvrir d'autres choses pour voir s'il y a d'autres possibilités en termes d'investissement qui peuvent être intéressantes. Si cette affaire lui a tapé dans l'œil, c'est parce qu'elle a tout de suite imaginé la possibilité de faire une terrasse de 40 mètres carrés et d'exploiter le grand sous-sol. Les travaux d'aménagement commencent dans quelques semaines et devraient durer plusieurs mois. Ah ben là, ça va être magnifique puisqu'il y aura le grand parquet qui va aller de là. Ce parquet en vague là qu'on a vu tout à l'heure, qui va faire tout le long, ça va être superbe. Ces locaux ont coûté 450 000 € à la jeune femme, mais encore une fois, elle espère faire une très bonne opération financière. Mes mensualités s'élèvent à peu près à 2 000 € et je pense pouvoir obtenir un revenu aux alentours de 5 000 avec la location du bureau que je vais faire. En clair, ce nouvel achat rapportera chaque mois 3 000 € supplémentaires à Élise. Une performance qui laisse rêveur et pourrait bien faire des émules auprès de ses clients. Si pour Élise, s'endetter pour acheter de l'immobilier a eu des vertus positives, ce n'est pas toujours le cas. L'investissement de toute une vie dans une maison peut du jour au lendemain virer au cauchemar. C'est ce que craint depuis 2 ans un petit village de la Sarthe. Avant habiter la Fontaine Saint-Martin, ça ressemblait à ça. Du calme et de la nature. Demain, c'est une autre mélodie qui attend ses habitants. Le 17 février dernier, le préfet du département a confirmé l'ouverture d'une carrière de sable dans la forêt, à quelques centaines de mètres seulement d'une zone d'habitation. Christophe et Maud Libert pensaient avoir trouvé là un coin de paradis pour leur famille. Désormais, c'est plutôt à l'enfer qu'ils se préparent. On est à peu près à 600-700 mètres de la carrière, donc les bruits... en plus, les vents dominants viennent d'ouest, donc ça vient de la carrière, donc il y aura 75% de l'année, on aura les bruits de la carrière qui arriveront ici. Il y a le bruit, et puis aussi les poussières, et puis la pollution atmosphérique, parce qu'il faut savoir quand même que des camions, ça sent pas très bon, et ça dégage les odeurs d'hydrocarbures, et tout ça, ça va arriver ici. Des nuisances qui vont gêner la tranquillité de la famille au quotidien, mais pas seulement. Maud envisageait de se reconvertir en construisant un gîte sur une partie du terrain. Avec la carrière, ces projets n'auront plus aucun sens. Tout est mis en stand-by depuis ce moment-là, parce qu'on dit est-ce que ça vaut le coup, qu'est-ce qui va se passer ?
Donc tout est remis en question. En fait, c'est vraiment le projet de vie qui est remis en question. Et pire encore, Maud et Christophe craignent que la maison dans laquelle ils ont tout investi ne perde toute sa valeur. Face à ce désastre annoncé, les Libères ont décidé de se battre. Depuis 2 ans, ils ont réuni une partie de leurs voisins et créé une association Non à la carrière pour faire annuler le projet. Cet après-midi, avec Sylvie et Dominique, ils préparent la manifestation qui aura lieu le soir même. Pour la marche blanche, donc devant on mettra une banderole avec David et puis Rowan. Après il y aura une brouette avec l'arbre et du sable. Et pour la voiture de derrière, ce sera la voiture de Georgica avec le gyrophare. Une nouvelle tentative pour alerter l'opinion publique, alors que depuis 2 ans, toutes les démarches de l'association sont restées vaines. Les documents qu'ils ont collectés soulignent les nuisances de la carrière pour au moins 62 familles qui s'inquiètent pour leur avenir, à l'image de Sylvie. Pourquoi pas partir? Mais pour déjà, faudrait-il pouvoir vendre ces maisons? Parce que je ne sais pas si, quand il y a des panneaux carrière et quand les gens verront les allers-retours des camions, si ça les tentera vraiment. Donc il y aura une perte sur nos biens. S'il faut les brader, voilà quoi, on n'en est pas richissime. On a mis notre argent dans la maison, on a vendu la nôtre pour en acheter une autre. Ça s'arrête là, quoi. On n'a pas d'autres possibilités. Pour nous, c'est fichu. Moi, j'ai l'impression qu'on est fichu. Enfin, voilà. Pour moi, si vous voulez, depuis que ça a commencé, voilà, on ne dort plus. Je suis pas la seule, hein, vous pouvez demander, on ne dort plus. Pour dénoncer la situation, ce soir, c'est tout le village qui se mobilise. Une centaine de personnes se sont donné rendez-vous sur la place de la mairie pour une marche blanche. Direction le futur site de la carrière. Sur cette route, dans quelques semaines, c'est l'équivalent de 80 camions de benne en plus qui passeront au milieu des maisons. Et ce, quotidiennement. Le double du trafic actuel. Une catastrophe pour les riverains. Je suis concerné parce que j'habite là, juste à côté. Et je vais être en première ligne. Quand on entend aujourd'hui les camions qui passent, on en a déjà et c'est très bruyant. J'imagine des fissures, des choses comme ça qui vont apparaître. Comme ma maison elle est au bord de la route, ça va être une catastrophe, quoi. C'est sûr qu'on ne sait pas vraiment, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, donc ça c'est une crainte qu'on a pour l'avenir, tout à fait. On se dit un projet de 30 ans, forcément, un jour ou l'autre, on devra sûrement vendre notre maison, mais quelle valeur elle aura? Des inquiétudes fondées. Nous avons interrogé des agents immobiliers de la région. Tous sont unanimes. Les biens à proximité de la carrière pourraient perdre au moins 30% de leur valeur, voire devenir totalement invendables. C'est un peu ce qu'il va y avoir, des arbres avec du béton au pied. À l'image de cet arbre, c'est donc tout un village qui pourrait mourir à petit feu si le projet de carrière n'est pas remis en cause. Des dizaines de familles qui se sont endettées pour acheter leur maison y perdraient alors toutes leurs économies. Là, c'est vraiment un piège, hein. On va en parler avec nos experts ce soir, l'ancien trader Marc Fiorentino. On vous présente toujours comme ça parce que c'est là où vous avez fait fortune. Absolument. C'est un mot qui fait toujours rêver, fortune. Peut-être vous avez des livres de Marc Fiorentino chez vous. Sauvez votre argent, immobiliez-vous. Ou encore Sauver votre retraite, 2013, c'est lui. Pascal Ebel, qui observe vos comportements de consommateurs et d'épargnants au Crédoc. Le journaliste François Langlais, qui notamment s'était penché sur l'euro et sur la question de savoir qui allait payer la crise il y a 2 ans de ça. Et on parlera de l'euro tout à l'heure et de son impact sur notre pouvoir d'achat. Jean-Pierre Gaillard également, la voix de la bourse pendant des années, pendant 2 décennies, président du Cercle des épargnants. Je dis 2 décennies, ça vous va? Presque Oui. 5. Marc Fiorentino, vous qui dites allez-y, jetez-vous à l'eau, quand on voit sa dernière partie du reportage, on se dit pas trop vite.
Alors, je ne dis pas allez-y, hein. Je dis qu'aujourd'hui, il y a en fait plusieurs situations. Ce qui est intéressant dans l'immobilier, d'abord, c'est qu'on parle généralement du marché immobilier dans son ensemble. En fait, il y a 4-5 marchés immobiliers très différents. Paris, c'est un marché. Les villes de province, c'est un marché. Les petites villes de province, c'est un marché. Les zones rurales, c'est un autre marché. Donc déjà, il y a 4 marchés très différents. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui est très intéressant dans votre reportage, c'est cette personne qui a fait ses calculs. Oui. Et ces calculs ne sont pas... Ces calculs ne sont pas du tout fantaisistes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sur papier, totalement, je dirais, rationnel. Mais le problème, c'est qu'en matière... Je rappelle ce que dit Nicolas quand même. Nicolas dit en étant locataire, finalement, et en plaçant mon argent, je fais 15% de plus que si j'étais propriétaire avec le même argent. Alors, il prend des hypothèses, on va pas discuter, mais je dirais que c'est pas complètement Vous avez dit que c'était pas farfelu. C'est pas farfelu, voilà. C'est pas un calcul. Alors, on peut le discuter, il est un peu faux, un peu vrai, mais c'est pas important. Il y a un facteur dont il ne tient absolument pas compte, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que l'aspect psychologique de l'achat immobilier est probablement l'élément essentiel. C'est-à-dire le fait de se dire, et on a eu cet événement qui a été un événement incroyable en France, vous l'avez souligné au démarrage en parlant de l'épargne, mais pour l'immobilier, on a été le seul pays du monde dont l'immobilier a monté au moment de la crise financière. C'est-à-dire que de 2008 à 2012, on a eu une explosion des prix de l'immobilier. Au moment où on ne pouvait pas acheter, théoriquement. Au moment où, en théorie, normalement, on était en pleine crise, les gens devaient se dire, je tiens à mon argent, mais les gens se sont dit quoi? Ils ne se sont pas dit, le prix va monter, ou il va se passer quelque chose. Ils se sont dit, quoi qu'il arrive, si le monde s'écroule, puisqu'on avait peur que le monde s'écroule, on avait peur que les banques s'écroulent, on avait peur que nos liquidités, ce que vous appeliez le bas de laine tout à l'heure, disparaissent. Eh bien, au moins, j'aurai un toit. Et donc, on a eu ce facteur psychologique qui était totalement irrationnel. Donc aujourd'hui, si on doit prendre les choses telles qu'elles sont, compte tenu de l'évolution du marché immobilier, notamment à Paris, il ne faut pas acheter. Aujourd'hui, on n'achète pas. À Paris, on n'achète pas. Parce que globalement... Vous retenez, hein? Globalement, compte tenu de la plus-value et du chiffre aujourd'hui, de la progression des prix à Paris, qui est complètement folle par rapport à la progression du pouvoir d'achat, et notamment la progression des salaires, le résultat de ça, c'est quasiment aujourd'hui, plus personne ne peut acheter à Paris. C'est-à-dire que les gens qui peuvent acheter à Paris sont des gens qui ont déjà de l'immobilier, ou sont des gens, quand on regarde le profil des acheteurs à Paris, ce sont soit des primo-accédants qui ont de l'argent de leurs parents, soit des seniors qui ont 50, 60 ou 60 ans. Pour illustrer ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est très intéressant évidemment, il y a 2 chiffres. D'abord, le prix moyen d'un achat immobilier en France, c'est un peu plus de 220 000 euros. On va les voir, on va vous les afficher pour que ce soit clair dans votre esprit aussi de l'autre côté du poste. Et si on fait la carte de France, avec ces 220 000 euros, on achète en France, regardez, où est-ce qu'elle est ma carte de France? La voilà. À Paris, 26 mètres carrés. Marseille, Lille, 70-80 mètres carrés, 94 mètres carrés à Strasbourg. Et là, vous avez pris la deuxième catégorie, donc les grandes villes de province. Si vous prenez des petites villes de province et vous prenez encore plus des zones rurales, alors là, on a des chiffres qui sont encore plus spectaculaires. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on a cet aspect qui est un aspect psychologique important, le fait d'avoir envie d'avoir un toit, notamment à un moment où on a eu peur pour le système financier, peur pour sa retraite. C'est-à-dire, il faut ne pas... C'est vraiment l'écureuil, ça. C'est plus que... Il se construit sa maison autour de lui en se disant, là, au moins, je suis à l'abri. En tout cas, c'est ce qui a expliqué une hausse complètement irrationnelle de 2008 à 2011. C'était le fait de se dire, je veux avoir un toit, et si tout s'écroule, si je n'ai plus de retraite, si je n'ai plus d'argent à la banque, au moins, je ne me retrouverai pas SDF. C'était vraiment ça. Ouais. Aujourd'hui, d'un point de vue rationnel, donc l'idée, c'est dans une région comme Paris, il est clair que la possibilité de voir les prix encore progresser est quand même extrêmement limitée. Maintenant, ce qu'il disait très bien, c'est que l'intérêt aussi d'un achat immobilier, c'est l'épargne forcée. Parce que dans son calcul, il dit « Oui, mais moi, je mets de l'argent dans des placements et je me force à mettre de l'argent dans des placements. » On s'aperçoit que bien souvent, les gens qui ont de l'argent à la banque ont tendance à le dépenser, alors que s'ils doivent rembourser un prêt immobilier, c'est une épargne forcée. Donc il faut tenir compte de ces aspects qui sont des aspects psychologiques et irrationnels. Bruno nous laisse un petit message depuis Marseille. Il dit, il est visiblement très content, Bruno. Nous venons d'acheter, nous remboursons 950 euros. 950 euros, c'est énorme. Par mois à la banque. C'est très serré, mais on est chez nous. C'est ça le moteur de l'achat Oui, il y a vraiment cet attachement, mais je crois que c'est vrai qu'il y a ce facteur psychologique qui est qu'on épargne. Si le taux d'épargne est si fort en France, c'est bien parce qu'on est plus propriétaire qu'ailleurs. Dans le reportage, ils ont dit le contraire, mais 58%, c'est beaucoup de taux de propriétaire. En Allemagne, c'est beaucoup moins. Donc les Français achètent plus qu'ailleurs. Ouais. Et donc, ils sont
ils ont un taux d'épargne forcé. Et notamment, ce qu'on a vu en termes d'accession à la propriété, c'est qu'aujourd'hui, on a allongé les durées des prêts. 25 ans, ça n'existait pas il y a 15 ans. On peut aller jusqu'à combien, d'ailleurs? C'est 30 ans hein, pour les plus jeunes. Et 30 ans, c'est le maximum? Je pense que ça s'allonge toujours. Ça peut aller à l'infini. Non, c'est 30 ans. C'est vraiment 30 ans. Donc il y a vraiment cet engagement qui est beaucoup plus long qu'avant et qui fait qu'on a une épargne forcée. C'est pour ça qu'on a un taux d'épargne important. Les gens qui accèdent à la propriété sont beaucoup plus jeunes qu'avant. C'est-à-dire qu'au même âge, aujourd'hui, les générations plus jeunes vont accéder plus tôt à la propriété. Donc, parce que les banques autorisent le prêt, mais par contre, ça reste très, très concentré dans les classes très aisées. En fait, quand on voit des couples qui demandent un prêt, on le donne si on est en CDI. On sait que les jeunes générations aujourd'hui sont dans des situations où ils n'ont que des CDD. Il faut être 2 actifs, donc il faut être en couple. Un CDD, j'ai pas de prêt. Non, les banques ne prêtent pas. Sauf apport considérable, j'imagine, des parents. Ou des grands-parents, parce que les grands-parents amènent souvent. Il faut soit être fonctionnaire, soit avoir un CDI. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui n'ont un CDI que ceux qui sont très diplômés. Donc, mais j'avais entendu dire, à l'inverse, ou peut-être vous allez me dire c'est la même chose, que les banques recherchaient les primo-accédants, donc ceux qui ne sont pas propriétaires aujourd'hui, ces fameux jeunes. Oui, mais ceux qui sont en CDI, qui sont très diplômés, qui sont Bac+5, qui sont cadres. Donc, il faut du pouvoir d'achat, autrement dit. Exactement. Les banques continuent à prêter qu'aux riches ou à ceux qu'ils deviendront. Absolument, c'est-à-dire qu'ils cherchent... une forme de sécurité, en tout cas. Ils cherchent des primo-accédants qui ont la capacité d'acheter, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Oui, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier. Moi, c'est plutôt mon grand âge qui me fait réfléchir. J'ai 2 enfants. Oui. J'ai une fourmi, une cigale. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'épargne un peu forcée que ça amène à faire, l'immobilier, ça, c'est vrai que du côté de la cigale, ça pourrait jouer d'une façon importante. Surtout à une époque où, pour les jeunes, le problème de la retraite, il est franchement quand même très sérieux. Il faut commencer à y penser de bonne heure. Donc, pour moi, l'immobilier, pour se loger, c'est une première épargne valable quand on peut le faire, et suivant les régions où on se trouve, Marc avait raison. En revanche, l'immobilier investissement, il est vrai que ça rapporte quand même, à mon avis, pas grand-chose, et il y a nettement mieux à faire avec son épargne. Ouais. En ce moment, c'est des questions de cycle et de période. Oui. Louise qui nous laisse un petit message depuis Strasbourg. Je suis locataire, même salarié, dit Louise, j'ai déjà du mal à joindre les 2 bouts. Comment voulez-vous que je devienne propriétaire? Absolument. Aujourd'hui, je crois que vraiment la question qui se pose de se dire est-ce que je peux acheter ou louer, il y a déjà peu de gens qui peuvent se la poser. C'est-à-dire que c'est un arbitrage que malheureusement peu de gens peuvent faire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui très peu de capacités, il faut le dire, il faut le répéter. La situation économique est telle et l'envolée des prix est tellement déconnectée de la réalité économique. Même avec des taux, on le redit, oui, les taux d'intérêt sont très bas. En fait, toute la baisse des taux a été confisquée par les propriétaires. C'est-à-dire que plus les taux baissaient, plus ça a permis à ceux qui empruntent d'augmenter le volume de leurs prêts. Et en réalité, tout cet argent est parti dans la valeur des biens. Alors qu'en bonne logique, c'était l'emprunteur qui en était le bénéficiaire. Mais globalement, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, et l'éventail en Europe nous dit quand même pas mal de choses sur les Français. C'est vrai que acheter un logement, c'est un truc de pauvre en Europe. C'est les pays pauvres. D'ailleurs, le pays qui a le taux de propriétaires le plus élevé, c'est l'Albanie. Et à l'inverse, à l'autre extrémité, c'est la Suisse, c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, où là, les locataires sont majoritaires et où il y a une profusion de logements, donc avec des prix de loyer relativement faibles. Nous, on est entre les deux, sur cette échelle-là, 58%, on le rappelle. On est plutôt chez les pauvres, c'est-à-dire chez les méridionaux qui considèrent que justement, il faut un toit, etc. C'est un petit peu ce que disait Marc à l'instant. Et ça explique en partie l'aspect psychologique qui dit en fait aspect irrationnel. Parce qu'à partir du moment où vous avez, d'ailleurs les petits jeunes le disent, on a un coup de cœur. Le coup de cœur, ça dépasse l'analyse de la rationalité. C'est pour ça que vous pouvez faire vos calculs. En réalité, on véhicule une culture qui structure un peu nos décisions. Ce coup de cœur, il est assez rationnel dans ce qu'on a vu dans le reportage. On vient avec 100 000 €, on veut 2 chambres parce qu'on prévoit d'avoir un petit, j'imagine. On veut une vue sur le jardin pour que ce soit sympa pour toute la famille. C'est quand même tout ça est en critère. C'est pas un pur coup de cœur. Mais sauf que ça a des conséquences sur l'emploi. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas mobile en France. C'est-à-dire que comme on est attaché à la propriété, quand on doit changer de région parce qu'il y a des restructurations, et c'est vraiment ce qui se passe, on bouge beaucoup moins que des Allemands. Donc ça, c'est une contrainte économique qui là-dedans, c'est le niveau des taxes quand vous revendez, c'est-à-dire quand vous achetez. À chaque fois que vous changez de logement, vous prenez ce qu'on appelle les frais de notaire.
c'est-à-dire en réalité ce ne sont pas les notaires qui les encaissent. Celui qui achète. Oui, mais si vous vendez pour acheter, c'est-à-dire pour changer de boulot, de toute façon vous allez les payer en bout de course parce que vous allez racheter un logement. Donc ça vous coûte 10% qui vont dans les caisses des départements et c'est aussi un frein important à la mobilité professionnelle. D'où un conseil qu'il faut donner aux jeunes qui pourraient éventuellement acheter, c'est de ne pas acheter trop tôt. Parce que quand ils achètent trop tôt, ils achètent quelque chose de très petit. C'est le côté j'achète un studio, puis je vais le revendre quand je vais me marier. Ça marche pas, ça ? Non, ça marche pas parce que les frais de frottement dont vient de parler François sont tellement forts que globalement, ils visent trop bas, ce qui est normal. Ils visent avec ce qu'ils peuvent au démarrage. Mais le calcul de se dire j'achète, sauf si on veut le faire à des fins professionnelles, comme la jeune fille dont vous avez parlé. C'est assez frappant. Ça, on parle d'une secrétaire de banque qui, a priori, n'a pas d'apport personnel. Oui, mais elle n'a pas d'apport personnel. Elle arrive, elle emprunte, elle achète, elle rachète, elle rachète. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, si je peux me permettre, elle a un apport personnel. C'est la valeur ajoutée qu'elle est capable d'apporter au produit. C'est-à-dire au début, le banquier, comment il le sait ? Non, parce que je veux dire, le nombre de personnes qui peuvent acheter un bien qui est quasiment détruit et en faire quelque chose sans perdre beaucoup d'argent, d'énergie. Et bon, c'est un métier. Hein. C'est-à-dire ce qu'il faut dire et expliquer aux gens, c'est que tout le monde ne peut pas faire ce qu'elle fait. Ouais. C'est devenu son métier. C'est ce que je voulais dire. Ce que vous êtes en train de dire là, ça devient un métier, un véritable métier. Mais moi, je reste à dire que pour se loger l'immobilier, oui, mais le rendement est tel que l'immobilier investissement, il ne vaut pas. Rendez-vous compte, on a vu des maisons à 700 000 euros. Oui, 700 000 euros, pour ça rapporte 5%, ça fait 35 000 euros par an de loyer. Vous vous rendez compte ? Alors donc, le rapport de l'immobilier, il est de combien ? 1,5%, 2%, peut-être pas en ce moment. Voire zéro, voire négatif. Voire zéro, voire négatif dans bien des cas, s'il y a des travaux qui tombent. Et pourtant, alors vous allez me dire que c'est par habitude, quand on regarde les chiffres de nos placements, hein, c'est 30% d'épargne dite financière et c'est 70% d'immobilier. C'est pas que pour habiter. Il y a des éléments culturels, On est quand même un peuple de paysans. Fondamentalement, c'est la terre, le sol, les murs, les pierres. Y compris celui qu'on loue aux autres, alors. Alors, pour le coup, ça c'est ce qu'on appelle après la mentalité de rentier. C'est un peu négatif dans la façon dont on le dit, mais c'est une façon d'en vivre. Sûrement. Et puis, si vous voulez, c'est un petit peu ce que racontait Marc Fiorentino tout à l'heure. Au moment de la crise financière, où tout semble trembler sur ses bases, eh bien, on se replie sur du dur. Et là, pour le coup, il y a une mentalité française qui explique probablement ça. C'est la frousse, là, qui fait acheter le dur. Qui fait acheter de l'or. Alors que l'immobilier est au fond un placement sur longue période, ça augmente comme la croissance d'un pays sur un siècle. C'est-à-dire la croissance d'un pays sur un siècle, elle est de 2%, l'immobilier prend 2% par an. Après, tout dépend des marchés, vous avez des villes qui vont plus vite, vous avez des périodes où pendant 30 ans c'est déprimé, au contraire pendant 30 ans ça progresse. Mais l'immobilier est toujours aussi le support des crises financières les plus importantes, justement parce que c'est irrationnel et qu'on finit par acheter des biens à des prix qui n'ont plus aucun rapport avec le bon sens. Expliquez-moi cette pirouette-là, je la comprends pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, cet aspect irrationnel fait que, même si vous, par exemple, vous êtes à Hong Kong, j'ai vu que la maison la plus chère du monde avait été vendue il n'y a pas longtemps pour 450 millions de dollars Hong Kong, donc ça fait quand même pas mal d'argent. Il faut diviser par 6 pour avoir le dollar américain, donc ça fait déjà pas mal d'argent. Mais bon, si vous croyez que les arbres montrent jusqu'au ciel, ça ne vous arrête pas. Or, un jour ou l'autre, les forces de rappel du marché sont telles qu'il y a une correction. Parce que justement, le prix de l'immobilier doit rejoindre cette tendance de long terme qui correspond à la croissance du pays en question. Donc, vous perdez votre culotte, c'est les banques qui encaissent, les banques font faillite, ça fait des crises systémiques. 2008, c'est une crise de l'immobilier à la base. C'est la chute des prix de l'immobilier américain qui intervient à partir de 2006 et qui se répercute par tout un jeu de dominos dans le système financier mondial. Sur le marché français, on est ce qu'on a appelé les subprimes, qui était une assurance prise par les banques, en l'occurrence auprès des assurances sur les prêts consentis. Donc c'est encore une affaire très financière. Mais on peut mesurer le point de rupture en France ? Il y a un point de rupture en France ? Le point de rupture, en gros, pour nous, là de façon rationnelle, on l'a dépassé par exemple à Paris depuis 4 ans. D'accord, ça fait 4 ans que tous les calculs tels que l'a fait notre camarade là qu'on a vu privilégient la location par rapport à l'achat et pourtant l'immobilier a continué à monter. Ce qui est très intéressant dans votre chiffre de 70-30, qu'il faut relativiser pour une raison très simple.
c'est d'abord que beaucoup de ces acquisitions d'immobilier se sont fait quand même il y a de nombreuses années. C'est-à-dire que cet immobilier, ce 70% d'immobilier, il était 50% sur lequel il y a eu une hausse de prix de 30 ou 40%. C'est un stock d'immobilier dont la valeur a augmenté. D'accord. C'est comme à l'île de Ré où on paye l'impôt sur la fortune avec une baraque de pêcheurs. Exactement. Alors, il est incroyablement inégalitaire puisqu'il faut savoir que 65% des biens immobiliers sont possédés par des gens de plus de 60 ans. Donc ça, c'est quand même un chiffre qu'il faut avoir en tête. Mais vous nous disiez en démarrant cette émission, les gens continuent à acheter. Les gens dans la crise, ils ont continué à mettre dans la pierre. Alors les gens ont continué, ceux qui pouvaient ont mis tout leur argent dans l'immobilier de 2008 à 2011 ou 2012, simplement pour des questions pour assurer. Que vous avez expliquées. Assurer l'affaire. Absolument. Il y a des comportements différents selon qu'on est propriétaire ou locataire en termes de consommation. On n'est pas le même. Oui, tout à fait. Nous, on regarde comment les gens dépensent leur argent et en effet, un propriétaire va dépenser plus en meubles, en bricolage, il va plus s'occuper de sa maison. Il y a un aspect affectif. Faire travailler, j'imagine, le bâtiment. Oui, tout à fait. Donc, on va réparer beaucoup plus. Donc, les dépenses n'ont pas été citées dans le reportage. Mais en effet, on va beaucoup plus réparer sa toiture et mettre beaucoup d'argent en interne quand on a une maison à soi et quand on est locataire. On va plus partir en vacances, etc. Donc, il y a vraiment ce comportement cigale et fourmi. On va plus acheter de On est plus fourmi quand on achète, en fait. Et du coup, ça se voit dans d'autres dépenses. Donc, en effet, on va utiliser plus sa voiture. Quand on n'est pas propriétaire, on va s'habiller plus, etc. Après, il y a des facteurs qui sont liés aux régions où on vit. À Paris, on est beaucoup plus locataire, on s'habille beaucoup plus, c'est pas lié. Je suis en train de réfléchir à un moment où le gouvernement souhaite que les Français libèrent leur épargne pour l'investir dans l'économie. Il rêverait plutôt d'une France de locataire que d'une France de propriétaire. Oui, sans doute qu'il faudrait un peu déplacer. Alors sur la consommation, moi je dis qu'aujourd'hui on aurait besoin de consommer un peu plus pour soutenir l'économie des industriels français. Et en effet, il faudrait peut-être la déplacer sur l'épargne financière ou du moins épargner moins. Mais l'immobilier fait de la croissance aussi, justement à cause, ou plutôt grâce aux travaux que vous évoquez. D'ailleurs, l'exemple le plus typique récemment, c'est ce qui s'est passé en Espagne. C'était une croissance qui était largement artificielle, mais en 2007, l'Espagne construit plus de logements que les États-Unis. Et justement, dans une bulle qui restera probablement comme une des bulles les plus importantes de l'histoire. On parlait du miracle espagnol à l'époque. Oui, et absolument. Tout le monde. Et en réalité, à la base de cela, qu'y avait-il? L'immobilier, avec une valeur complètement surévalué, en l'occurrence, à la fois des terrains et des immeubles. En France, on n'en est pas là, mais on est quand même probablement au-delà du prix mesuré qui serait justifié par les fondamentaux économiques du pays. Le bon conseil du docteur Fiorentino, moi je le veux bien, avant de refermer provisoirement ce chapitre immobilier, d'aller vers les autres placements. Alors, juste pour une seconde pour compléter ce que dit François, ce qui est très important, c'est de savoir que nous aussi, la raison pour laquelle l'immobilier ne chute pas, c'est que contrairement à l'Espagne ou aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de crédits sur l'immobilier. C'est-à-dire que même s'il y a des crédits à 25 ans, sur le stock d'immobilier global, il y a moins de 15% d'endettement. Donc on est propriétaire en dur, c'est pas la banque qui est propriétaire. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a les crédits des gens qui viennent d'acheter, mais comme il y a eu très peu d'achats en 2008, le stock, lui, a déjà été remboursé parce que ce sont des achats qui ont été faits il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans. Donc les conseils sont assez simples. Je pense qu'il y a un phénomène d'anxiété. S'il y a un phénomène d'anxiété qu'on a la capacité d'acheter, il faut négocier le prix, regarder les régions dans lesquelles on vit, mais si on vit mieux dans son propre toit, ce n'est pas un calcul financier, il vaut mieux acheter. Ça j'entends, mais où ? Vous avez dit tout à l'heure, pas Paris. D'accord, pas Paris. Alors, mais où si vous aviez un endroit où il ferait bon s'installer là et vivre. Non, mais alors là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que je n'achèterai pas pour louer. Pour le louer, je l'achète en résidence principale, donc c'est lié à son travail, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je crois que c'est le mot de la fin. Si on achète pour se loger... Le mot de la fin pour cette partie, on n'a pas fini. Si on achète pour se loger, on peut réfléchir, et il y a effectivement les deux... Pour l'investissement, je dis non, pas en ce moment. Alors, on a dit depuis le début de cette émission, et c'est confirmé par ce que vous nous dites sur les propriétaires, on est des écureuils, même en temps de crise, surtout d'ailleurs en temps de crise, puisque on l'a vu d'ailleurs au moment où le gouvernement nous a proposé de débloquer pour ceux qui ont la chance d'en avoir de l'épargne salariale, finalement, on ne l'a pas débloqué. Ceux qui pouvaient le faire ne l'ont pas fait. On préfère donc en France investir ou réinvestir l'argent qu'on sort pour le remettre immédiatement ailleurs. Alors allons-y. Quels sont les bons placements aujourd'hui? Évidemment, on va se poser la question. Et vous allez voir que les réponses sont parfois assez surprenantes. C'est une enquête de Caroline Diebold. À Tours, il y a les bords de Loire, le tramway, mais ce n'est pas ce qui intéresse Julien Bédoué. Le jeune homme vient d'Angers pour affaires et quand il conduit,
il fait toujours un peu plus que cela. Alors le regard d'investisseur, on l'a au volant, mais aussi quand on se balade dans la rue, puisque ça devient naturel au fil du temps. Ce que je me suis rendu compte avec l'expérience, c'est qu'on est toujours en train de regarder les types d'immeubles, les types de construction, les voitures, où est-ce qu'elles sont garées, comment, potentiellement s'il y a un parking à vendre dans le quartier, est-ce que ça peut être intéressant. Depuis 5 ans, Julien s'est lancé dans la chasse aux places de parking. Il a même abandonné un poste en CDI dans la grande distribution pour se consacrer pleinement à son investissement. Et voici sa dernière acquisition. C'est mon nouveau lot de parking, en fait, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc ça inclut les 14 places qu'on voit derrière moi et puis il y a aussi une vingtaine de places de l'autre côté de la rue. Donc on est à Saint-Cyr-sur-Loire, banlieue de Tours, plutôt la banlieue sympa. Donc un total d'un peu moins de 21 000 € normalement pour les 34 parkings. Donc c'est le prix d'une place dans un bel arrondissement à Paris ou d'un box à Paris. Le jeune homme a fait ses calculs. À 40 € la place, l'affaire commencera à être rentable à partir de 10 locations. Le parking aujourd'hui, c'est plus rentable que l'immobilier classique. Alors, le parking, c'est une niche dans l'immobilier classique qui, actuellement, oui, est plus rentable. Le rapport loyer-prix d'achat est plus intéressant que l'immobilier classique. On peut estimer que les parkings, c'est rentable aller à plus 25 ou plus 30% par rapport aux appartements. Et le secret de la rentabilité ? Concrètement, c'est un bout de bitume, donc zéro charge. Et c'est ce qui fait la rentabilité des parkings par rapport aux appartements, c'est qu'on n'a pas d'entretien à faire, ou très très peu. Des bouts de bitume qui occupent l'essentiel de ses journées. Ce matin, dans son appartement d'Angers, il prépare une nouvelle vidéo pour son site internet. Je vais te donner 6 conseils vraiment pratiques, utiles, terre à terre, pour bien investir dans les parkings et les garages. Avec 25 000 visiteurs par mois sur son site et des conseils payants, Julien Bédoué est persuadé d'avoir trouvé le bon filon. Il faut dire que l'affaire se présente bien. Une cinquantaine de garages achetés en Normandie lui rapportent déjà 500 € par mois, une fois payés taxes et impôts. Je ne paye pas mes impôts avec mon argent. Ce sont mes locataires qui payent mes impôts. Donc ça, c'est assez rare en fait d'arriver à ce qu'on appelle un autofinancement complet, où le propriétaire qui investit avec l'argent de quelqu'un ne sort pas d'argent de sa poche tous les mois pour combler les manques à gagner sur la taxe foncière ou les impôts. Si Julien s'est pris d'amour pour les parkings il y a 5 ans, c'est parce qu'il se méfiait des placements financiers. C'est une réaction habituelle après chaque crise économique. Les épargnants perdent leur confiance dans les banques et les institutions financières. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Or, l'épargne est une spécialité française. Nous sommes parmi les champions mondiaux du bas de laine. De l'argent mis de côté en fonction de ses moyens, pour les coups durs ou pour sa retraite. À l'heure où les marchés financiers inquiètent, où les placements les plus sûrs, comme l'assurance vie et les livrets A, rapportent de moins en moins, que faire de ces économies ? Cet homme tient à garder l'anonymat. Comme beaucoup de Français, il n'aime pas beaucoup parler de son argent. Il fait partie de ces épargnants qui veulent désormais investir dans du concret. J'ai des doutes sur la santé financière des banques actuelles et je leur fais pas confiance. Donc moi, je préfère me tourner sur de l'actif tangible, tel que l'or, l'argent. L'or, la plus classique des valeurs refuges. Plusieurs fois par mois, il gère sa petite fortune sur un site d'achat et de revente. Voilà, mon coffre, il est là, en fait. Mon coffre-fort, il tient ici, sur cette page. La valeur totale que j'ai chez eux, elle est de 140 000. Moi, j'achète en continu, en fait, l'or depuis 2009. Comme des milliers de Français, cet homme s'est rué sur le métal précieux après la crise financière. Le métal jaune a connu alors une hausse spectaculaire. J'ai pu faire des gains de jusqu'à 30-40% de la valeur de la pièce. Mais l'or, comme tous les investissements, comporte sa part de risque. L'année dernière, le cours a dégringolé de près de 28%, la plus forte baisse depuis 30 ans. Du coup, c'est peut-être à nouveau le bon moment d'acheter. Donc, je vais aller faire mes petites emplettes. Donc là, j'ai choisi d'acheter des Napoléon 20 francs. Ça, c'est la pièce emblématique française. La Marianne Coq. Donc là, l'avantage sur cette plateforme, c'est c'est vraiment la pièce que l'on achète qui est photographiée.
J'achète 19,35 grammes. C'est vraiment pour moi une assurance contre les crises et je préfère avoir 10 à 20% de mon patrimoine sur de l'or physique. Comme ça, je suis plus rassurée. Comme cet homme, 1 Français sur 4 possède du métal jaune, ce qui représente l'équivalent de la réserve en or de la Banque de France. Mais notre investisseur aimerait bien diversifier ses placements en évitant d'avoir recours aux banques. À Niort, il a rendez-vous avec son conseiller en gestion de patrimoine qui lui propose d'investir dans un domaine qu'il ne connaît pas du tout, les œuvres d'art. J'ai sélectionné un certain nombre d'œuvres qui aujourd'hui existent. Et donc pourquoi ces œuvres plus que d'autres? Tout simplement, pourquoi ces artistes-là? Parce que ce sont des artistes qui aujourd'hui ont quand même un passé, ont une reconnaissance, qui exposent ou ont exposé dans le monde entier. Et les œuvres qu'il propose à son client sont celles de 2 artistes aborigènes dont la cote devrait encore grimper. Et pour chaque toile, il lui en coûterait... Donc on est sur une base de 6 200 €. Je ne peux pas vous dire combien ça peut vous rapporter, mais ça fait partie de la transparence. Pour notre épargnant, acheter de l'art est une première. Il sait qu'il prend un risque, mais il tient à investir dans du concret. Je préfère perdre, à la limite, dans l'absolu, c'était quoi, 6200 sur un tableau que je pourrais peut-être pas revendre, et je pense qu'il y aura forcément une valeur intrinsèque à ce type de tableau, et que perdre la même somme d'argent parce qu'on l'a pris par soit via une fiscalité, une taxation faite par un État ou une dévaluation de la monnaie. Et même si la valeur baisse, il pourra toujours profiter du tableau accroché dans son salon. Celle-ci, j'y suis sensible. Il y a certaines formes qui sont intéressantes et on peut y voir pas mal de choses. Les investisseurs aujourd'hui cherchent de plus en plus à se diversifier. Donc c'est plus que du financier, c'est aussi beaucoup d'immobilier, c'est les valeurs tangibles, c'est de l'or, de l'art aujourd'hui. Oui, il y a de plus en plus de demandes. Voilà, ils ont besoin d'être assurés. Merci beaucoup. Très bon week-end, je vous raccompagne. Se diversifier en investissant dans des produits tangibles, c'est justement l'objectif de Nicolas Pécru. Ce jeune francilien est toujours à l'affût de placements originaux. Depuis quelque temps, il aime beaucoup le vin, et pas seulement celui de sa cave personnelle. Ce sont vos plus belles bouteilles ? Alors non, c'est pour la consommation personnelle. J'en ai d'autres qui sont stockées actuellement en Suisse, qui sont des bouteilles d'investissement, donc sur des tarifs bien plus élevés que sur ces bouteilles-ci, où j'aurais pas une ambition de les boire, mais plutôt de les revendre sur un marché à l'étranger et gagner un peu d'argent dessus pour justement m'acheter des bouteilles sur la consommation courante. Car Nicolas dispose de quelques très belles bouteilles. Une cave qu'il n'a jamais vue et qu'il consulte sur Internet. J'ai investi un premier placement pour voir, entre guillemets. Pour l'instant, ça se passe bien, donc on va essayer de réitérer l'opération. C'est pour ça que je regarde à nouveau. Alors, rien de plus simple, je vais dans mon compte, ma cave personnelle, et ce qui me permet de voir ce que j'ai pu acheter l'année dernière. Donc, en l'occurrence, c'était un Château Angélus 2008, qui a été acheté au prix de 222 € la bouteille. Donc, clairement, c'est du vin d'investissement et pas forcément pour boire. Et actuellement, il cote 242 € grosso modo, ce qui veut dire que j'ai une performance de 8,78 sur un an, ce qui est tout à fait sympathique. Comme Nicolas ne connaît rien au vin, il s'est tourné vers des courtiers spécialisés qui lui conseillent aujourd'hui d'attendre encore un peu avant de revendre son Château Angélus. Maintenant, à eux de me dire quel sera le bon moment pour revendre. A priori, il y a encore une plus-value possible sur les 2 ans qui viennent. Donc on va conserver la position et essayer de gagner encore un peu de sous. Qui va le boire, ce Château Angélus 2008 ? Certainement un Indien ou un Chinois. Grande chance. En tout cas, ce ne sera pas moi. Investir dans le vin, c'est une des nouvelles pistes des épargnants. Fierté nationale, le Bordeaux est notamment une denrée mondialement recherchée. Certains grands crus sont des objets de luxe qu'on s'arrache. En 5 ans, les prix ont augmenté de 67%. C'est en centre-ville, dans cet open space studieux, que l'on gère le vin de Nicolas Pécru comme un portefeuille d'action. Ce matin au téléphone, c'est un client qui veut vendre. Nous avons trouvé donc une possibilité de revente pour vos 12 Clos Fourté et le Pichon Baron 2009.
Avec donc une plus-value sur ces 2 vins d'un montant de 551 €, et ce qui génère donc une performance de 17%, de 17,5 exactement. Alors la performance me satisfait tout à fait. Je n'envisageais pas derrière un réinvestissement, puisque j'aurais souhaité récupérer La totalité du capital. Ok. Ici, on propose une 50aine de grands crus de Bordeaux. Depuis 20 ans, certains millésimes ont presque triplé de valeur. Pour expliquer cette ascension fulgurante, le patron, Franck Noguès, en appelle aux règles de base du capitalisme. L'offre est de plus en plus faible, puisque les châteaux produisent de moins en moins, et la demande, elle, est de plus en plus forte aussi, puisque le système capitaliste est ainsi fait que les richesses mondiales sont de plus en plus nombreuses. On compte aujourd'hui 12 000 millionnaires en dollars dans le monde entier. Donc les grandes fortunes ont du bel immobilier, ils ont des belles voitures, des œuvres d'art, des beaux bateaux, et ils ont tous des belles caves, avec des grands Bordeaux. Mais où sont-elles, ces fameuses bouteilles qui seront un jour servies à la table des millionnaires? Nous sommes dans la banlieue de Bordeaux. Cet entrepôt ressemble à beaucoup d'autres, à l'exception peut-être de la porte blindée et du code d'entrée. À l'intérieur, un hangar qui rappelle les stocks des grandes surfaces, mais l'apparence est trompeuse. C'est un peu la salle des coffres ici. Ah, c'est une grande salle des coffres, hein, compte tenu du prix des bouteilles. C'est un grand coffre-fort, oui, voilà. Un coffre de 3000 m² que se partagent négociants et courtiers, où dorment des milliers de grands crus d'une valeur totale de 40 millions d'euros. Ici, c'est le coin de Franck Noguès, près de 7000 caisses de nectar. Ben, les plus grands, donc vous avez ici, vous êtes sur les Lafite Rothschild en 2008. Un peu plus haut, vous avez les Mouton Rothschild en 2008. Ensuite, ceux qui ont pris le plus de valeur. Donc vous avez Château Pavie en 2005. Château Pavie est un grand cru classé de Saint-Émilion qui est passé premier cru en 2013. Et le fait d'être passé au statut de premier cru a créé une plus-value très importante l'année dernière, exceptionnelle, hein, je vous rassure, de l'ordre de 30 à 40%. Avec le vin, on peut donc gagner beaucoup d'argent. On peut aussi en perdre. Après des années de hausse, les Bordeaux ont perdu 7% en 2013. Et les promesses de trop beaux rendements doivent être prises avec méfiance. Dans le quartier de la Bourse à Paris, l'autorité des marchés financiers scrute de près tous ces placements dits atypiques. Pour Nathalie Lemaire, investir dans du concret, que ce soit des tableaux ou des bouteilles, n'est pas sans risque. Il n'y a pas de règles particulières pour les vendeurs, pour les produits, pour les contrats, ni même pour la valorisation des produits. Ça veut dire que n'importe qui, potentiellement, peut vous vendre n'importe quoi et de préférence à n'importe quel prix. Donc il faut vraiment faire attention à qui est votre interlocuteur et également regarder très attentivement les contrats pour savoir si le prix auquel vous allez acquérir l'objet, quel qu'il soit, est vraiment un prix qui correspond à sa valeur, si vous pourrez le revendre et dans quelles conditions vous pourrez le revendre, parce que malheureusement, dans un certain nombre de cas, la revente est très aléatoire. Il existe pourtant au moins un placement à la fois très concret et très peu risqué. Un placement qui date de l'époque napoléonienne. Jean-Claude Janès est retraité. Il a 77 ans et vient de faire plus de 400 km pour voir une partie de son épargne. Et l'épargne de Jean-Claude, c'est une épargne sur pattes. Il y a 30 ans, il a placé son argent dans les vaches laitières. J'ai commencé à acheter quelques vaches dans l'année 82, par là, 81, 82. Combien de vaches vous avez acheté à l'époque? Alors je dirais 8 ou 10. 8 ou 10. Vous en avez combien? Oh, je vais en avoir 80, 81, 82, parce que ça fait un moment que je ne suis plus au croix du troupeau. Aujourd'hui, il faut compter environ 1 600 € la tête de bétail. Pour faire grossir son troupeau, Jean-Claude a acheté d'autres vaches au fil des ans. Mais il a aussi profité de la croissance naturelle de son troupeau grâce aux naissances de nouvelles génisses. Ce sont les jeunes génisses qui sont élevées avant de devenir mères à leur tour. Donc c'est typiquement le produit qui va revenir au propriétaire chaque année. Et qu'il va soit additionner à son troupeau s'il veut avoir un troupeau qui grandit au fil des ans, soit faire vendre pour en toucher la contrepartie monétaire.
C'est Pierre Marguerite qui a acheté les vaches pour Jean-Claude Janès. Sa société sert d'intermédiaire. Elle place ensuite les bêtes en location dans les exploitations agricoles. Ici, dans cet élevage du Poitou, on vient de faire des investissements. 400 000 € pour une étable moderne, avec une brosse très appréciée des vaches et 3 treilleuses dernier cri, comme celle-ci. Grâce à la location, les éleveurs ont pu compléter leur troupeau à moindre frais. Je vous présente Pierre Marguerite, le PDG de Gestel, bonjour, et Monsieur Janès, qui est investisseur chez nous. Enchanté, bonjour. Enchanté. Pour vous, ça a été une bouffée d'oxygène d'avoir recours à la location de vaches et pas à les acheter? Bien sûr, c'est du capital, c'est du capital en moins pour nous, c'est du capital qu'on n'a pas besoin de financer. Nous, on avait un besoin, il nous manquait 20 vaches. Pour rentabiliser, pour mettre à plat notre outil de travail. Voilà. Pour les éleveurs, c'est donc un bon coup de pouce. Et pour Jean-Claude Janès, le risque est quasiment nul. En cas de maladie des bêtes, il est couvert par une assurance. Ces vaches lui rapportent plus que n'importe quelle assurance vie. En général, c'est sur la longue route, on va dire entre 4 et 5% net. Donc, il suffit de faire le calcul. Si je vous dis 80 têtes... Ça fait 5 000 €, quoi. Ouais. Grosso modo. Donc, comme complément de ressources, quand vous êtes à la retraite, c'est pas négligeable. Alors, évidemment, c'est lié au prorata du nombre de têtes. Mais en ce qui concerne l'investissement en cheptel, oui, là, il n'y a pas de souci. Pas de souci, on peut dormir sur les 2 oreilles. En France, sur 4 millions de vaches laitières, 30 000 sont en location. Cela représente un millier d'investisseurs qui ont choisi, comme Jean-Claude Janès, de dormir sur leurs 2 oreilles en investissant dans le cheptel laitier. Alors, c'est fameux, mais Jean-Pierre Gaillard, il faut quand même être drôlement bien conseillé, que ce soit pour acheter du vin, des vaches laitières ou des œuvres d'art. Ben, il faut être bien conseillé et je crois avoir le temps, mais pas trop de fougue. Et là, je pense notamment à la bourse. Moi, je ne suis pas très spécialiste dans les vaches laitières. Le vin, ça peut être intéressant de goûter de temps en temps. Et puis, enfin, c'est un placement qui est extrêmement liquide quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est même de la liquidité au sens mais je propre. parlerai plus sérieusement, peut-être un petit peu de l'or. Alors, c'est vrai qu'il y a des envolées, que c'est la valeur refuge par excellence. Mais si on regarde dans le passé, c'est pas phénoménal. Moi, j'avais vu, je vais revenir avec des cours en France, j'avais vu le lingot à 125 000 francs en 1980. Aujourd'hui, il est à 30 000 € environ, ce qui fait 195 000. Passer de 125 000 à 195 000, c'est pas un placement. C'est pas fait pour mettre sous le matelas. Hein, c'est fait pour acheter, revendre, acheter, revendre. C'est ça que vous voulez dire. Oui, mais c'est le gros. Non, oui, il faut être dans le bon sens à ce moment-là. Oui. Mais ce que je veux dire justement, c'est que sur la longueur, et l'or en général, ça s'enterre, ça se cache, on ne fait pas d'aller-retour très rapidement. Non, je ne crois pas que ce soit le cas très souvent. Mais sur la longueur, c'est pas le bon placement. Ça, c'est bien évident. En plus, c'est affreux au point de vue de l'économie. C'est de l'argent qui est complètement gelé, qui est, comme vous dites, sous le matelas, comme ou sous l'oreiller. D'une certaine manière, l'immobilier, oui, mais il faut l'entretenir. Il y a toute une maintenance. Vous avez les travaux quand même. Il y a tous les travaux. Il y a l'immobilier. Là, non, c'est quoi le stock d'or des Français ? Et ça ne rapporte rien. Il n'y a pas un poil de dividende. Ça ne rapporte rien. On dit que le stock d'or des Français est de 2500 à 3000 tonnes d'or. Vous savez qu'il y a 3000 tonnes d'or. Et en ce moment, il y aurait une demande en 2013 de 1132 tonnes d'or dans le monde. Dans le monde, avec une grande poussée en ce moment de la Chine, et ils évaluent à 1350 tonnes d'or en 2017. Néanmoins, ça veut dire que les 300 000, c'est ça que vous m'avez dit, je me perds dans vos chiffres. 2500 à 3000 tonnes d'or, oui, c'est le bas de laine des Français. 3000 tonnes d'or, voilà, eh ben, ça va valoir de l'argent si les Chinois en veulent. Maintenant. Si les Chinois veulent nous les acheter, ça va valoir de l'argent. Oui, mais on en produit tous les ans aussi. Il y a encore des mines d'or. Il y a encore des mines d'or. On fait des bijoux avec. Et puis ça, ce n'est que l'or investissement. Il y a les bijoux. Il n'y a plus les dents. Mais il y avait eu les dents pendant un moment. Parce qu'elle est belle, c'est vraiment... c'est encore aujourd'hui le placement des Français en temps de crise, l'or ? Oui, tout à fait. Après le bâtiment on n'est pas parti dans des placements plus sophistiqués ? Non, mais il ferait mieux de le revendre. Parce qu'en effet, comme ça vient d'être dit, sur long terme, c'est pas un bon placement. Et là, il est haut. Donc il faudrait mieux le revendre maintenant. C'est pas un bon placement, puis c'est un placement qui est stérile, qui est complètement... C'est pas le premier placement des Français. Non, c'est pas le premier. Placement, de loin. On va le voir en chiffres, c'est assez spectaculaire même. Regardez, c'est 1400 milliards d'euros, l'assurance vie. Oui. Le livret A, 266 milliards, vous le voyez. Le LDD, ex-Codévie, ex
Voilà, 101 milliards d'euros. Oui, mais vous savez ce que c'est que l'assurance vie. Il y a deux assurances vie. Il y a l'assurance vie en euros, qui est sur des taux d'intérêt qui rapportent de moins en moins, tu le disais tout à l'heure, je crois, qui rapportent de moins en moins. Et puis, il y a l'assurance vie en unité de compte. En unité de compte, c'est des produits financiers, c'est des actions, c'est des obligations qui sont dans un contrat d'assurance vie. Suivant un Donc, c'est pour ça que les gens croyaient pendant un moment qu'avec une assurance vie, on ne pouvait pas perdre d'argent. Ouais. Quand on est une assurance vie en unité de compte, ça va suivre à peu près la bourse. Hein. Si la bourse baisse, elle va baisser. Si la bourse monte, elle va remonter. Mais j'en arrive à la bourse parce que c'est de là où je voulais vous... Ça tombe bien, c'est là où je voulais vous emmener. Ça vous détendra pas de ça tombe bien. Mais indiscutablement, pour moi, en ce moment, ça c'est une période, question de cycle, une question de période. En ce moment, le placement action est probablement le plus avantageux. C'est vraiment la classe d'actifs qui est la plus... Elle a été bradée jusqu'en 2011. Elle est encore soldée. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, c'est encore soldé. Oui, je vous explique pourquoi bradée jusqu'en 2011. Parce que de 2007, début sur la bourse des subprimes, de 2007 à 2011, la bourse a perdu 60%. À 2009, elle a perdu 60%. On avait remonté... On est en ce moment à moins 40, ce qui veut dire qu'on a repris depuis le plus bas 20%. Mais on est encore à 30% du niveau de le début de crise. Et pourtant, les PER, les rapports cours-bénéfices, je ne veux pas être trop compliqué, le rapport cours-bénéfice, c'est on dit combien d'années de bénéfices il faut pour acheter une entreprise. Ouais. Si c'est du 10%, c'est en 10 ans qu'il faudra 10 ans de dividendes pour pouvoir acheter l'entreprise. Ces rapports cours-bénéfices, eux, ils sont revenus au niveau de l'avant-crise. En revanche, les actions sont encore 30% moins chères. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont perdu de leur marge. Elles ont perdu de leur marge. Pourquoi ? Mais qui me dit qu'elles vont les récupérer ? Ah bah si. Parce que là, vous me tentez, évidemment. On est en train de vous écouter là. Et on se dit, il faut y aller là. Vous savez que les États-Unis sont toujours un peu en avance sur nous. Eux, ils ont retrouvé leur marge d'avant-crise. Et nous, si on n'y a pas été, c'est parce qu'on a eu une rechute en 2011 avec les crises européennes. La crise de l'euro. Que les Américains n'ont pas eu, mais on va les retrouver. Pourquoi ? Parce qu'on a tout pour. D'abord, on attend une augmentation cette année, le consensus, c'est pas moi, une augmentation des résultats d'entreprise de l'ordre de 12%. Il faut les réaliser. Pour les réaliser, qu'est-ce qu'il faut ? Ces entreprises, elles, depuis le début de la crise, elles se sont restructurées, elles sont solides, elles sont prêtes au démarrage. Il y a des frémissements de croissance en ce moment en Europe, et ce qu'il leur faut maintenant, c'est qu'on allège leurs charges, qu'on allège leurs impôts, et puis un euro peut-être un peu moins fort, mais je crois qu'on en parlera. On va en parler effectivement. Mais il y a des gens qui reviennent. Pour 2 ans, indiscutablement, feu vert. C'est le placement action. C'est feu vert. Oui. Feu vert pour la bourse. Il y a des gens qui reviennent beaucoup vers la bourse en ce moment ? Non, ça c'est risqué. Donc en fait, c'est plutôt les plus jeunes qui vont dans la bourse. Et en effet, on fait beaucoup plus de placements sur des assurances-vie parce qu'on fait confiance à des professionnels qui savent faire les choix. Mais après la crise des subprimes, il y a moins de gens qui boursicotent. Ouais, ça a échaudé un peu tout le monde. C'est plutôt des plus jeunes que des plus âgés. Non, allez-y. Ouais. C'est amusant de voir les chiffres. On est 66 millions à peu près d'habitants. Ouais. On a 60 millions de livrets A. On a 11 millions de contrats d'assurance vie. Il y a 7 millions de PEA, de plans d'épargne en actions. Et il y a à peu près 250 000, je parle sous ton contrôle, boursiers actifs. Actionnaires directs. Actionnaires directs actifs. Donc on est vraiment un pays de la rente. On vient de la rente. On est un pays dans lequel on aime avoir des investissements qui, même s'ils rapportent peu, apporte une certaine sécurité. Ma vache laitière, elle est formidable, elle rapporte plus 4, plus 5% oui, par an. Alors là, par contre, sa liquidité en cas de coup dur, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. On ne ne peut pas liquider ma vache laitière, bah voilà. Ça c'est interdit. Mais ça, c'est très important dans tous les placements. Mais j'imagine qu'on peut revendre sa part de vache laitière, non ? Dans tous les placements, je pense qu'il faut vraiment, très sérieusement, le dire aux gens qui nous écoutent, la liquidité est presque aussi importante que la rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut capable de sortir. Bah oui, parce qu'on a tous des accidents dans la vie possibles ou des besoins pour faire une acquisition immobilière. Il faut être capable de liquider. Il ne faut pas oublier une chose, enfin au niveau là vraiment global, c'est que en moyenne, les placements rapportent pas plus que la croissance de l'économie. Donc tout placement justement qui affiche des taux de rentabilité supérieurs. Alors, ma bouteille de Bordeaux à plus 40, vous achetez pas. Vous dites à un moment ou à un autre, elle va revenir à mes 2%. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui fait moins 40. Vous voyez, en moyenne, vous êtes à 2 ou 3%. Sur longue période, il y a des cycles. Il y a des cycles. Parce que regardez ce qui se passe au Japon. Ce matin, l'indice Nikkei était à peu près aux alentours de 15 000.
il y a 25 ans, en 1989, il était à 39 000. C'est-à-dire que celui qui aurait mis son argent dans le Nikkei, 25 ans plus tard, il est divisé par 3. Alors, il y a aussi des cycles qui sont inverses, c'est-à-dire où vous pouvez... pas trop technique, messieurs, parce que c'est vrai qu'à un moment, c'est compliqué à suivre. Et moi, je voudrais savoir... Attendez, j'ai une question qui me taraude, là, vraiment, depuis tout à l'heure. Et je me tourne vers vous, Madame Ebel. Qui possède tout ça? C'est complètement On est en train de parler de 66 millions de Français ou de 45 millions de Français adultes ou d'1 million ou de 200 000 Français qui possèdent tout. C'est concentré chez les plus âgés. Il y a vraiment une inégalité liée au patrimoine qui est très concentrée dans 2 générations qui, toute leur vie, ont pu acquérir des biens immobiliers ou financiers avec des taux qui étaient très intéressants. Parce que c'était les 30 Glorieuses? C'était les 30 Glorieuses, donc c'est la génération mai 68 et la génération d'avant. Donc c'est vraiment eux chez qui se concentre le patrimoine et les plus âgés un peu moins. Et puis ça reste chez ceux qui ont entre 40 et 50 ans. Les plus jeunes, ils en ont très très peu. Il y a un autre élément qui joue d'ailleurs, c'est qu'on hérite de plus en plus tard, avec l'allongement de la durée de la vie. Du coup, le patrimoine, auparavant, passait d'une génération à l'autre parce que l'espérance de vie était relativement brève. Aujourd'hui, elle passe des très vieux aux vieux. Le patrimoine. Et au fond, les jeunes, 58 ans. Les jeunes, du coup, ne bénéficient plus de cet apport qui leur permettait naguère de s'établir dans les Parce que Laïla fait partie de la population que vous désignez sous le vocable jeune. Elle nous laisse ce message depuis Angers. J'ai péniblement mis de côté, dit-elle, 1 000 euros. Qui est-ce que j'intéresse? Qu'est-ce que je peux en faire de mes 1 000 euros? Elle intéresse malheureusement pas grand monde. C'est une affaire de fortuné. C'est une affaire... C'est pas une affaire de fortuné, parce que l'assurance vie, par exemple, avec 1 000 euros, elle peut ouvrir un contrat d'assurance vie, et elle peut l'ouvrir sur Internet, il y a 0 frais, donc elle peut quand même... En espérant qu'elle reviendra, parce qu'il faut, pour qu'un placement marche, il faut que l'intermédiaire, il faut bien sûr que le client s'y retrouve, mais il faut que l'intermédiaire s'y retrouve aussi. Sur un contrat à 1 000 euros, ça ne vaut pas le prix du dossier. Dans ça ne vaut pas le coup, donc. Non, je crois que... Enfin là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on a des contrats avec des compagnies d'assurance de qualité, des grands noms, où elle peut commencer à acheter un contrat d'assurance vie, où elle sera en livret A. Aujourd'hui... Donc 1 000 euros, vous dites assurance vie, livret A? Oui, mais de façon générale. J'achète pas une œuvre d'art? Non, surtout pas. Non, mais attendez. Bah bon. Donc vous achetez pas les œuvres d'art? Je voudrais revenir sur ces placements qu'on appelle, nous, placements plaisir. C'est-à-dire qu'à la base, il faut avoir la passion et le plaisir. Et si on gagne de l'argent avec, tant mieux. C'est-à-dire que le meilleur investissement des 5 dernières années, c'est les voitures de collection de haut niveau, notamment. Bon, on a vu des prix qui sont phénoménaux. C'est le meilleur placement des 5 dernières années. Si vous n'y connaissez rien et que vous passez par un intermédiaire qui va vous dire achète cette voiture comme on l'a vu pour les œuvres d'art, bon, vous êtes sûr de vous faire avoir. Les montres? Mais c'est pareil. Si vous n'avez pas... J'adore les montres. Si vous adorez les montres, allez-y. Encore que ça vaut un œil, si je peux me permettre. Mais si c'est votre passion, et si pendant 5 ans les prix baissent et que vous vous dites, bon, c'est pas grave, si c'est pour vous juste un placement qui doit être liquide parce que vous pourriez avoir besoin de votre argent, n'y allez pas. Si c'est votre passion, allez-y, mais pour des montants qui sont toujours raisonnables. Ça ne doit être qu'une toute petite partie de votre patrimoine. Placement passion, moi je retiens cette notion-là. L'œuvre d'art, vous me disiez tout à l'heure? Si, alors fiscalement, et c'est assez intéressant parce que justement, la fiscalité en cas de revente est beaucoup plus avantageuse que celle de la détention d'actions ou bien de produits financiers de façon générale. Ce qui est d'ailleurs très étonnant, parce que ça veut dire qu'on considère que l'utilité sociale d'une action, elle est très faible, on la matraque. Vous entendez ce discours depuis plusieurs années. Il faut taxer les revenus du capital autant que ceux du travail. Les revenus du capital, c'est ceux de l'épargne. On a une idée des taxes qui se préparent d'ailleurs de ce côté-là? Écoutez, on est déjà à un niveau très élevé là, c'est-à-dire que sur le capital, phénomène de rattrapage du capital par rapport au travail, il est à peu près achevé. Donc on est à un niveau très élevé. Ça explique en partie la chute de l'investissement en France. Vous savez, il n'y a plus que 2 petites niches au point de vue action justement. C'est l'assurance, niche fiscale, j'entends. C'est l'assurance vie et le PEA, le plan épargne action. Tout le reste, effectivement, c'est pas... Mais quand on parle de rendement, vous en parliez tout à l'heure, parce que les montres, tout ça, c'est presque peanuts par rapport à l'assurance vie. C'est le petit truc plaisir, comme tu l'appelles. Mais le CAC lui-même, créé dans la fin des années 90, à 1000 points. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a connu, malgré tout ce qu'on a en dit, le gars qui est resté dessus, on est à 4400. Il a fait 4 fois 40 en 25 ans. Vous resterez un défenseur acharné de la bourse. Non, mais ça dépend des époques. Dans 2 ans, il y a un avantage. C'est le cycle. Je vais aller dans votre sens pour la suite du débat, parce que quand on met de l'argent en bourse, on met de l'argent dans une entreprise, a priori.
Tandis que quand on épargne, on voit là la moyenne de l'épargne, on voit bien qu'on est des fourmis en France. Et on voyait tout à l'heure que c'était largement l'assurance vie ou des placements financiers. 15%, c'est 11% la moyenne européenne. Vous voyez qu'on épargne très peu en Grande-Bretagne, par exemple, où on emprunte beaucoup plus pour acheter dans l'immobilier. Les anglo-saxons, de façon générale. Rajoutez à ça, parce que c'est quand même intéressant, hein, rajoutez à ça le Japon, dont on a l'image, vous vous rappelez, on parlait des fourmis, ils sont à 8%. Donc ils sont en dessous de la moyenne européenne. Et les Américains étaient à moins 3,5% en 2007, moins 3,5% une épargne négative, et ils sont à 3%. Donc vous voyez qu'on a des différences de mentalité. 15% en France, 8% au Japon, 3% aux États-Unis. Et j'entends, on nous le dit régulièrement, que ça manque à l'économie, cet argent. Tout à fait. Et il y a une autre chose, c'est qu'en France, on a peu de crédit. Le crédit à la consommation, on en consomme très peu. Et il y a en plus des réglementations. On en consomme mal parce qu'on parle régulièrement de surendettement. Les jeunes sont exclus du crédit à la consommation. Donc c'est pour ça qu'en effet, les Anglais, c'est à 7% parce qu'ils utilisent beaucoup de crédit. Les Américains, quand on est à moins 2, c'est juste qu'on emprunte plus que ce qu'on épargne. Est-ce que c'est ça qui participe à asphyxier la machine économique ? Moi, je crois notre tempérament de patrimoine. Oui, tout à fait. Je pense que le logement, c'est quand même dommage d'avoir tout concentré dans de l'argent qui n'est pas réinjecté. Que ce soit autant sur l'immobilier, ça joue beaucoup. Et en effet, il faudrait mieux déjà, si on épargnait, aller vers de l'argent qui est réinvesti dans l'économie. Et c'est quelque chose qui fait qu'en effet, par exemple, la consommation aujourd'hui ne marche pas parce qu'on n'a pas de crédit et qu'on ne désépargne pas. Mais si je peux me permettre, il ne suffit pas de dire il faudrait qu'on sorte de l'épargne pour aller mettre dans la consommation. Si vous il faut qu'on nous donne envie ou qu'il y ait une incitation à ça. La consommation, c'est effectivement une façon de faire tourner la machine économique. Mais en Belgique, regardez l'Allemagne qui est à 16%. C'est une épargne élevée, l'économie tourne. Le vrai problème, ce n'est pas la quantité d'épargne, c'est ce qu'on en fait. C'est les circuits qui permettent d'aller de l'épargne à la production. Regardez ce qui se passe en Chine. Il y a un taux d'épargne qui est de l'ordre de 40%. Et la Chine aligne des taux de croissance extrêmement élevés. La consommation est faible. Alors cela dit, c'est un problème parce que elle est probablement trop faible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une épargne bien allouée, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire bien orientée vers le financement des entreprises, de l'investissement, ça fait de la croissance. Et qu'à l'inverse, une économie où la consommation occupe une part trop importante, ça peut déséquilibrer les comptes extérieurs. Déjà en France, on a des comptes extérieurs déséquilibrés, c'est-à-dire qu'on achète plus à l'étranger qu'on ne vend à l'étranger, parce que justement notre potentiel de production ne suit pas. Alors, on parle de notre exportation à l'instant. Il y a un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité, c'était le cas notamment la semaine dernière, c'est évidemment l'euro. Question de la dévaluation de l'euro, peut-être on pourra en parler. Ce sera un des sujets de la campagne européenne qui s'annonce. Ça a d'ailleurs commencé de ce côté-là, là aussi. Il y a ceux qui veulent en sortir, il y a ceux qui défendent l'euro, il y a ceux qui pensent effectivement qu'il faut le dévaluer. Alors une bonne fois pour toutes, on s'est posé quand même la question que sans doute vous avez en tête. Oui ou non, est-ce que l'euro nous a fait perdre du pouvoir d'achat ? Est-ce qu'en sortir de l'euro, ça nous aiderait ? C'est une enquête signée Loïc Tannant. C'est un rituel pour Sylvie, comme pour la plupart des Français. Chaque jour, elle fait un crochet par sa boulangerie. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Elles sont plutôt cuites, plutôt blanches ? Plutôt cuites. Sylvie a 49 ans et travaille comme secrétaire dans une association d'aide aux personnes en difficulté. Elle gagne un peu plus de 1 000 € par mois. Pas de quoi faire des folies. Si madame, 85 centimes. Oui. Mais pas question de renoncer à sa sacro-sainte baguette quotidienne. 85, 90, 1 et 2 € madame. Merci bien. Une bonne journée, au revoir. Et tous les jours, invariablement, quand elle a sa baguette dans les mains, elle ne peut s'empêcher de ruminer son prix. Là, elle est à 85 centimes, alors qu'avant, elle était du temps des francs, elle était à 3,50 francs. Maintenant, quand je la convertis en francs, ça fait plus de 5,60 francs. Donc, ça flambe. En euros, ça flambe fortement. L'euro. Voilà la bête noire de Sylvie. Depuis que nous avons changé de monnaie il y a 12 ans, elle a l'impression que son pouvoir d'achat diminue d'année en année. Et elle en veut pour preuve les prix de l'alimentation. Alors, les pommes... Par exemple, quand je vois celle-ci, par exemple la Golden, je sais qu'avant, c'était la pomme la moins chère. Là, elle est à 1,99 €, elle est à 13 francs, à plus de 13 francs le kilo. Et à l'époque, elles n'étaient pas à ce prix-là. Elles étaient à moins de 6,50 francs. Et ça, je m'en souviens bien. Donc là, ça a doublé. Le coût de la vie augmente, bien sûr. Mais si on était encore en France, ce ne serait peut-être pas augmenté autant. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, manger une pomme, c'est du luxe. Manger des fruits et légumes, c'est du luxe. Alors du coup, pour des pommes à ce prix-là, il faut bien les choisir. Alors, j'en prends 2, mais elles sont très belles. Avec l'euro, Sylvie trouve tous les produits trop chers. Alors elle achète moins
et continue de penser en francs. Ça a encore du sens de convertir en francs? Pour moi, oui. Pour moi, ça a du sens de convertir en francs. Pour pas dépenser plus et j'ai besoin de faire attention et de bien respecter mon budget et que voilà. Je trouve qu'avec l'euro, on a été filouté et que c'est cher. L'euro, c'est cher. 14 € et 18 centimes. Merci bien, madame. 12 ans après le passage à la monnaie unique, Sylvie n'est pas la seule à penser que les prix ont explosé. Régulièrement, les magazines de consommation épinglent la hausse des prix. Plus cher la vie, inflation sur les produits de consommation courante, flambée des dépenses. Mais faut-il pour autant accuser l'euro? À l'INSEE, on mesure le pouvoir d'achat des Français. Jérôme Accardo est le chef du département des prix à la consommation. Pour lui, les consommateurs comme Sylvie se font de fausses idées. Ce que montre le graphique, c'est que le revenu, la courbe en rouge, a augmenté depuis 1998 davantage que les prix. Ici, la courbe en bleu, ce qui s'y traduit par un pouvoir d'achat qui, par rapport à 1998, a monté. Les prix ont augmenté à peu près toujours de la même façon toutes les années, euro ou pas euro. Donc le passage à l'euro ne change rien dans l'évolution des prix. Les prix n'auraient donc pas augmenté avec le passage à l'euro. Avec une inflation moyenne de 2% par an, pas de quoi s'inquiéter. Au contraire, selon les experts de l'INSEE, le pouvoir d'achat n'aurait cessé de progresser ces 12 dernières années. Ce serait donc juste une question de perception des consommateurs. Ils ont tendance à compter davantage les hausses, à être frappés et à retenir davantage les hausses que les baisses. Mesurer son inflation, se faire une opinion de l'inflation, c'est quelque chose de quand même extrêmement compliqué. L'INSEE la mesure en mettant des moyens très importants. Tous les mois, il y a 150 enquêteurs qui vont faire 160 000 relevés. 160 000 relevés par mois. Personne au niveau individuel n'est capable de faire ça. Mais cette explication de l'INSEE ne convainc pas tout le monde. En cause, le mode de calcul. L'indice des prix ne prendrait pas en compte tous les paramètres. Par exemple, un rapport du Sénat souligne que l'INSEE n'intègre pas assez le coût du logement, notamment les remboursements d'emprunts, qui représentent pourtant une partie de plus en plus importante du budget des ménages. La mesure officielle serait-elle trompeuse ? Peu convaincus par les batailles d'experts, certains consommateurs ont mené leur propre enquête. Dans la banlieue de Rennes, en Bretagne, un petit éditeur a voulu mesurer par lui-même l'impact de l'euro sur notre pouvoir d'achat. Enfin, le champagne, tiens, voilà. Le champagne, ça n'a pas baissé non plus, hein. Pierre Derain a déjà écrit plusieurs livres sur l'euro. Il s'est lancé dans un travail de fourmi pour juger preuve à l'appui de l'évolution des prix. Là, c'est toutes les archives qui m'ont servi à faire le livre, que j'ai collecté pendant pas mal de mois, parce que c'est un livre qui m'a nécessité 5 mois de travail. Donc vous avez ici des annonces qui ont été découpées, et un catalogue de vente par correspondance qui date de l'an 2000, automne-hiver 2000, que j'ai acheté en collector. Il s'est d'abord penché sur le fameux coût du logement ignoré par l'INSEE. Donc vous avez ici dans un journal parisien très connu qui date de 2000, vous avez ici tout un panel de prix de mise en vente. Vous avez ici par exemple à Nice un appartement récent qui est à vendre 650 000 francs. 650 000 francs. Les Niçois qui regardent, je pense qu'ils vont être démoralisés pour un bout de temps parce que c'est des prix qui sont plus du tout d'actualité, quoi. C'est complètement fou. On assiste à Nice, je crois, à des hausses de prix de plus de 100%. Les prix d'achat d'immobilier, eux, se sont complètement déconnectés de la hausse des salaires. Ça n'a plus rien à voir. Il a aussi regardé les prix des gros achats, comme un téléviseur ou une voiture. Sur ces produits-là, l'INSEE a raison. Non seulement les prix n'ont pas augmenté, mais ils ont parfois beaucoup baissé, comme dans l'informatique.
La baisse la plus spectaculaire en informatique, c'est l'ordinateur portable, où là, on peut avoir une baisse de 80%, puisqu'à l'époque, ça va aller entre 15 et 20 000 francs. Et aujourd'hui, vous avez un ordinateur portable, bon, à partir de 350 €, je pense qu'on a déjà un matériel qui est performant. En revanche, si on s'attache aux produits de consommation courante, ceux qui justement donnent un ressenti aux consommateurs, Pierre Derain démontre, preuve à l'appui, que les prix se sont envolés. Donc là, ici, j'ai un forfait vidange qui vaut 119 francs. Et aujourd'hui, cette même prestation, avec 5 litres d'huile, en février 2014, du même prestataire, la même prestation chez le même prestataire, on est à 49 €. Avec l'inflation, aujourd'hui, cette prestation, on aurait dû passer de 119 francs à 25 €. Certaines hausses sont même vertigineuses. Il les a répertoriées dans son livre. Les lunettes de soleil, 119% d'augmentation. Les sacs poubelles, 116%. Le tour de manège, 162%. La garde d'enfants, 96%. Ou encore le coiffeur pour dames, 72% de hausse. On est toujours au-dessus de l'inflation, donnée par l'INSEE. C'est ça qui est dingue. Hein, à qui ça a profité, ça? Aux prestataires, forcément. C'est-à-dire? Aux marchands. Parmi les marchands, ce sont les restaurateurs qui sont le plus souvent pointés du doigt. Ont-ils vraiment profité de l'euro pour s'enrichir? Nous sommes allés poser la question dans une pizzeria de la banlieue d'Annecy, située, devinez où, rue de l'Euro. À la 35, super. C'est ça, 4 fromages piémontaises. Chaud devant. Tony est dans la pizza depuis plus de 30 ans. Avant de devenir patron de son restaurant, il a débuté comme simple pizzaiolo. La piémontaise. Voilà. Et une excellente 4 fromages. Bonne continuation. Les clients sont pour la plupart des habitués qui travaillent à proximité. Le restaurant bat son plein grâce à la formule du midi d'un bon rapport qualité-prix. L'euro n'a pas vraiment fait fuir les clients là. Non, l'euro ne nous a pas fait fuir les clients parce que comme vous pouvez le constater, la salle est pleine aujourd'hui et c'est souvent le cas. Si pour Tony, le passage à l'euro n'a pas été un désagrément, en a-t-il au contraire profité pour augmenter ses prix? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous brûler. Prenons l'exemple du café. On a arrondi, oui, on a arrondi, je ne sais plus si on fait le calcul, 3 francs 50 ou 3 francs 90 multiplié par 6,55, 957, je n'ai pas le calcul en tête combien ça peut venir. À ce moment-là, on a arrondi, puis après on a mis des augmentations automatiques, on va dire, tous les 1 an ou 2 ans par rapport au prix du marché, quoi. Arrondi, c'est un peu vite dit. Le café qui coûtait l'équivalent de 70 centimes d'euros il y a 12 ans, Tony le facture aujourd'hui plus du double, à 1,50 €. On va dire que le café c'est un des produits en restaurant ou en brasserie qui est un produit où on a une bonne marge, voilà. Mais ce n'est pas le cas sur tous les produits. Sa marge sur les autres produits n'aurait pas été si spectaculaire depuis l'euro. Alors 55,60 €, s'il vous plaît. Mais qu'en est-il vraiment de la pizza, par exemple, dont le prix a pratiquement doublé? Direction les cuisines, où Tony a exceptionnellement accepté de remettre la main à la pâte. Ça, vous voyez, ça c'est l'élaboration d'une pizza donc, qui est à base de farine, de sel, d'huile. Vous voyez, là, je vais mettre donc de la tomate dessus, on va la garnir. Hein, ce sont des choses qui sont banales, en fait. Avec de la mozzarella, on va mettre un œuf dessus. Voilà, une bonne pizza. Si le prix de la pizza a autant augmenté depuis l'euro, Tony a sa propre explication. Tous les produits de base ont augmenté. Et eux, ils ont pris plus que le double du prix par rapport à l'année 2000 à aujourd'hui. Le coût des matières premières, vieille rengaine des restaurateurs. Ne serait-ce pas là un alibi facile? Tony s'en défend, facture à l'appui. Un produit de base, c'est la farine. La farine, donc, dans les années 2000, 1 kilo de farine, je la payais 1 franc 65 le kilo. Aujourd'hui, la même farine coûte 2 francs 78 le kilo. Donc on voit qu'il y a quand même voilà, une augmentation qui est énorme. Évidemment, ça se répercute sur la farine pour faire des pizzas. Les pâtes ont augmenté. Enfin, tous les produits ont augmenté parce que la matière première a augmenté. Donc nous, on est dans l'obligation de suivre. Autrement, à un moment, on n'y arrive plus, quoi.
On retrouve la même chose sur l'huile, par exemple. On paye aujourd'hui 10 francs 23 le litre d'huile de tournesol. Voilà exactement le même produit. On payait ça 4 francs 60 du litre. Je pense que certains industriels ont profité de ce passage à l'euro pour augmenter, peut-être pas du jour au lendemain, sur quelques années. Mais une chose est sûre, c'est que la réalité aujourd'hui, c'est pas moi en tant que commerçant qui a fait flamber les prix. Moi, je ne fais que répercuter. En fait, un kilo de farine à 1 franc 65, aujourd'hui, le même kilo de farine, il est à 2 francs 78. Voilà. Restaurateurs, grossistes, industriels, tout le monde se renvoie la balle. Mais au bout du compte, le consommateur n'a pas rêvé, les prix ont bien augmenté. Et il y a peut-être une autre raison qui explique ce sentiment qu'avec l'euro, on n'en a pas pour son argent. Un sentiment lié à la monnaie elle-même. Explication avec Pierre Derain, que l'on retrouve autour de son traditionnel café quotidien. Merci. Donc qu'est-ce que je lui laisse comme pourboire? Bon, si je lui laisse ça, mine de rien, c'est 65 centimes de francs. C'est-à-dire que c'est plus que lorsque l'on laissait 50 centimes par rapport à un café il y a un peu plus de 10 ans. Et pourtant, c'est dévalorisé. Avant, quand on laissait la même chose en francs, le serveur ne se sentait pas dévalorisé. C'était normal. On a peur de passer un peu pour un pingre, de passer pour quelqu'un qui va se défaire de ces petites pièces qui n'ont pas de valeur. Alors le serveur, lui, s'il reçoit ça, bon, il va les ramasser les pièces, bien sûr, mais je dis, bon, voilà, je suis pas tellement considéré quoi, en tant que serveur si on me laisse ça. Je crois que beaucoup de gens finissent par faire la chose suivante, c'est de rien laisser du tout. Dévaloriser les centimes, ce serait donc un petit peu comme rabaisser son pouvoir d'achat. Pourtant, ce sont des centaines de millions de ces pièces qui sont mises en circulation chaque année. Dans la banlieue de Bordeaux, ce site unique en France est sous haute surveillance. Ici, 300 personnes travaillent quotidiennement à fabriquer de l'euro. Bienvenue dans l'usine à pièces. Donc là, vous pouvez voir le stockage des bobines d'acier qui vont passer sur cette machine de découpe. Donc en fait, vous voyez, c'est une bobine pleine. Une fois qu'elle va traverser toute la machine, vous allez voir à la sortie, la bobine d'acier est remplie de petits trous puisque nous aurons fabriqué les fameux flancs, donc qui sont les rondelles qui serviront à fabriquer les pièces. L'usine peut ainsi produire jusqu'à 3 millions de pièces par jour. Elle remplace des pièces trop vieilles, qui sont recyclées, des pièces perdues ou remportées dans leur pays par les touristes. C'est évidemment surtout le cas pour les centimes, auxquels on prête moins d'attention. Les pièces que l'on fabrique le plus régulièrement, ce sont les 1, les 2 et les 5 centimes. Parce que ce sont celles qui circulent le plus et sur lesquelles il y a le plus de demandes. Les rondelles d'acier sont cuivrées, ce qui leur donne cette couleur rouge, si caractéristique. Elles sont ensuite frappées, ce qui va donner leur valeur. Un travail d'orfèvre minutieux pour de si petites pièces. Le paradoxe, c'est que ces centimes ne sont pas toujours rentables à fabriquer. Exemple avec la pièce de 1 centime d'euro. Cette pièce-ci coûte 1,02 centimes en coût de production, donc un petit peu plus cher que sa valeur faciale. En effet, c'est celles qui sont proportionnellement à l'entièreté de la gamme les plus chères. Alors cette monnaie aux centimes chère à fabriquer, déconsidérée, qui nous aurait fait perdre du pouvoir d'achat, n'a-t-elle donc que des inconvénients pour le consommateur? Ce n'est pas l'avis de Nathalie Pasquet, qui nous rappelle ce qu'elle considère comme un avantage majeur de l'euro. L'euro est en ce moment une monnaie forte parce que pour 1 euro, vous avez énormément de pièces d'une autre monnaie en échange. Donc c'est le taux qui varie régulièrement et en ce moment, vous en avez plus que dans d'autres périodes. Ce qui fait que quand un Français va voyager à l'étranger, il a un pouvoir d'achat qui est bien plus élevé en ce moment grâce à 1 euro fort. 1 euro fort, c'est une monnaie qui permet donc d'obtenir pour moins cher des produits fabriqués à l'étranger grâce au taux de change favorable. C'est notamment vrai avec le dollar qui est aujourd'hui la principale monnaie d'échange du commerce mondial. Il y a 12 ans, lors de la création de l'euro, pour 10 euros, on avait 10 dollars. Aujourd'hui, pour 10 euros, on a 13 dollars. C'est intéressant lorsqu'on voyage à l'étranger,
Mais ça devrait aussi l'être en France avec tous les produits importés qui devraient coûter moins cher. Notamment pour payer le pétrole, qui se négocie en dollars. Pourtant, à la pompe, l'automobiliste français n'a pas le sentiment d'être un privilégié. Pourquoi l'euro fort n'a-t-il pas plus d'impact? Cette question, nous sommes allés la poser à un économiste. Alors pour fixer les esprits, j'ai pris la liberté d'acheter un bidon d'essence. Un des avantages de l'euro fort, c'est de baisser le prix en euros des biens que nous consommons et qui ont été importés. C'est donc le cas d'un litre de carburant. Est-ce que si l'euro voit son prix augmenter en dollars de 10%, ma facture à la pompe diminuera de 10%? Eh bien non, tout simplement parce que ce litre de carburant n'inclut pas que du pétrole brut, il inclut d'autres coûts, raffinage, distribution et des taxes. 50% de ce volume est consacré aux taxes. Ce qui fait que, finalement, une augmentation de la valeur de l'euro par rapport au dollar de 10% signifiera une baisse du prix à la pompe de 3% maximum. L'avantage pour le consommateur existe, mais il est très relatif. Et si pour l'essence, il y a quand même un petit avantage, pour la plupart des produits importés, c'est encore moins sensible. Entre les intermédiaires, les distributeurs et les détaillants, l'impact du taux de change est insignifiant. Certains produits en sont même complètement déconnectés. Alors, autre exemple, le smartphone. Produit à l'étranger, au taux de change actuel euro-dollar, 600 à 650 $, ça devrait correspondre à 450 €. On le paye 700 € sans abonnement en France. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux de change n'a rien à voir dans le prix de ce smartphone. Si les consommateurs souhaitent vraiment acquérir ce bien et qu'ils sont prêts à payer cher pour l'avoir, je vais fixer le prix à un niveau très élevé sans me soucier aucunement du prix de l'euro par rapport au dollar. Donc on ne peut pas dire que l'appréciation de l'euro, qu'un euro fort, permettra d'acheter moins cher un smartphone. Ce que l'on peut dire, c'est que un euro fort permettra aux vendeurs du smartphone de gagner plus d'argent. Retour chez Sylvie dans le Nord. Si l'euro ne fait pas l'unanimité, la plupart des Français l'ont tout de même intégré depuis longtemps dans leur mode de vie. Sylvie, elle, reste irrémédiablement attachée au franc, quitte à se compliquer la vie. Alors ici, je vais prendre mon cahier de compte. Je vais prendre mes petites calculettes, donc le convertisseur en euros, ma calculette normale. Calculette, convertisseur, faire ses comptes est un véritable parcours du combattant. 80 francs, 35. Pourtant, elle n'est sûrement pas la seule à encore convertir en francs, puisque même sa banque continue à en tenir compte. Alors vous voyez, par exemple ici, sur les relevés de compte, eh bien, à la fin du relevé, vous avez la somme en euros et vous avez aussi la somme en francs. Donc moi, ça me plaît parce que quand je regarde ce qui me reste, eh ben voilà, j'ai tout de suite la somme en francs. Et pourtant, ça fait plus de 12 ans. Donc pour moi, c'est quelque chose de rassurant. Nostalgique, Sylvie garde même précieusement quelques reliques. Alors, je crois qu'il me reste des francs. Toute cette boîte avec des francs. Il y en a plus que ce que je pensais. Moi, ça me plairait de revenir en francs. Oui. Quand on voit que beaucoup de pays sont passés en euros, on a l'impression que voilà, c'est pour tout le monde pareil et puis on n'a plus notre propre monnaie. Revenir au franc, l'idée serait partagée par un tiers des Français. Pas sûr pourtant que le pouvoir d'achat y gagnerait. Moins fort que la monnaie européenne, le franc serait sans doute immédiatement dévalué. Les premiers à en faire les frais seraient alors les épargnants. Le risque pour l'épargnant pourrait se matérialiser puisque le passage au franc, qui pourrait être associé à une augmentation de l'inflation, signifierait la baisse de la valeur de l'épargne des ménages français. Donc ça, c'est une conséquence qui serait néfaste aux ménages français. Pour les consommateurs, l'euro a donc au moins un avantage et pas des moindres. Dans un pays qui reste un des champions du monde de l'épargne, la monnaie européenne garantit une certaine sécurité à nos économies.
Oui, il y a des arguments qui passent et puis d'autres qui passent moins bien. Si j'en juge une question que nous laisse Maurice de Charenton. Et pourquoi on n'en sort pas une bonne fois de l'euro? Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre, François Langlais? D'abord, on peut en sortir? Techniquement, oui. Parce qu'on nous dit non. Écoutez, c'est pas possible, ça va être une catastrophe, les problèmes etc. techniques sont faits pour être réglés par des techniciens. C'était très compliqué à construire. Ça sera très compliqué à déconstruire si on décide de le faire. Mais ça n'est en tout cas pas un argument pour dire on reste dedans. On n'imagine pas qu'on prenne des décisions simplement parce qu'il est compliqué de prendre une autre décision. Mais ça nous coûterait ou pas? Bien sûr, ça coûterait de l'argent, cet argument. certainement. L'avantage, le gros avantage, c'est que ça permettrait une dévaluation qui elle-même mettrait nos coûts de production en ligne avec ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire aujourd'hui, nous souffrons du fait d'avoir laissé nos coûts de production dériver avec une monnaie forte. Autrement dit, on vend nos produits trop chers. Et c'est ça qui fait qu'on en vend moins. Mais on parle bien de dévaluation de l'euro, là, en ce moment. Une hypothèse de dévaluation de l'euro. Mais est-ce qu'elle aurait une vertu? Écoutez, regardez, la période de croissance forte la plus importante qu'ait connue la France depuis l'euro, c'est le moment où l'euro valait le dollar valait 0,80. C'est-à-dire que il était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. C'était la fin des années 90 et le début des années 2000. Au départ, l'euro est à 1,16. Aujourd'hui, on est à 1,40. Donc, par rapport au dollar. L'euro n'a jamais cessé de s'apprécier par rapport au dollar. Et nous payons un petit peu cela. Alors, certains pays, comme l'Allemagne, en souffrent moins que nous parce qu'ils ont des spécialisations industrielles plus élevées. Si vous vendez des BMW ou des Mercedes ou des Peugeot et des Renault, c'est pas la même chose. Le prix compte beaucoup moins pour une voiture de luxe parce que l'acheteur lui-même n'est pas à 5 000 € près. En revanche, pour une voiture moyen de gamme, comme c'est notre spécialité, l'impact d'un euro cher est beaucoup plus important. Alors après, laissez-moi juste dire une chose quand même, c'est que la sortie de l'euro aurait probablement aussi des inconvénients. C'est-à-dire que d'abord, les prix importés sont plus chers, plus cher notre essence, notre gaz, et que ça peut, si ça n'est pas bien géré, emmener à une vraie spirale inflationniste. Il est tout à fait possible que certains pays ont connu cela. Mais en tout état de cause, à regarder sans idéologie, vous avez aujourd'hui des pays en dehors de l'euro qui en sortent très bien, la Suède, le Royaume-Uni. Vous avez aussi des pays en dehors de l'euro qui en sortent mal, le Danemark. Et dans l'euro, vous avez des pays qui en sortent bien et des pays qui en sortent pas bien. Autrement dit, le fait de quitter l'euro n'est pas une recette miracle, contrairement à ce que disent certains. Pour autant, ça n'est pas tabou. D'ailleurs, il y a un dernier... Contrairement à ce que disent d'autres. Oui, absolument. En fait, il y a deux idéologues, si vous voulez, deux idéologies qui s'affrontent et qui, en réalité, ne disent pas la vérité. Regardez ce qui s'est passé, c'est le dernier exemple de séparation monétaire qu'on ait connu. Moi, quand j'ai débuté ma carrière de journaliste, il y avait un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Ils ont décidé de se disputer. Les Slovaques ont dit on part de notre côté. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a coupé le pays en deux avec une frontière intérieure, on a créé deux États, on a divisé la dette par deux et on a créé deux monnaies. Vous en avez entendu parler ? Pas du tout. Ça s'est fait de façon paisible, alors que les deux peuples n'étaient pas justement dans une fraternité totale. Mais techniquement, c'est tout à fait possible. Regardez ce qui s'est passé avec le rouble. Il a été divisé en une quinzaine de monnaies. Il y a eu la guerre en Union soviétique? Non. Il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, mais pour d'autres raisons. On peut penser que ça n'est pas lié au problème monétaire. Entre-temps, les épargnants se sont quand même fait rincer. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est possible. D'accord avec l'idée que l'euro, finalement, ne nous a pas coûté en termes de pouvoir d'achat? Vous validez cette idée-là? Oui, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans tout ce qui est dit, c'est qu'on ne parle que du côté dépenses et on parle peu, à part le graphe qui a été montré, qu'il faudrait peut-être revoir, on ne parle que du côté dépenses et on ne parle pas du côté revenu. Et je crois que les chiffres du revenu sont assez spectaculaires. On va vous les remontrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un SMIC autour de 1 500 €. 1484 mensuels. Donc on est en brut. Donc on parle de à peu près 12 000 francs. 12 000 francs en 2002, c'était pas le SMIC. On devait être ça, c'est la courbe, regardez, ça, c'est on l'a vu tout à l'heure dans le sujet d'ailleurs. Ça, c'est la courbe de l'inflation. Alors, elle monte, hein. Elle monte. Relativement sage, on va dire ça comme ça. Voilà le revenu brut des ménages. C'est-à-dire, théoriquement, ce qui est arrivé dans votre poche avant impôt. Notamment, et avant taxe. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Entre les deux. Donc, il faut en conclure que notre pouvoir d'achat a augmenté. Ah oui, bien sûr. Depuis 2000, le pouvoir d'achat a augmenté. Après, sur la période récente, il a beaucoup baissé en 2012, par exemple. Mais globalement, on a un pouvoir d'achat qui augmente. Et c'est lié à une inflation qui est contenue avec l'euro.
C'est important de bien comprendre que dans les années 80, l'inflation était énorme. Donc si on a des inflations de 10-20% comme il y a eu dans certains pays, c'est une catastrophe économique. Donc l'inflation est assez contenue avec l'euro et le revenu a augmenté en effet depuis 2000. Pardonnez-moi, attendez. Vous me dites le revenu a augmenté et j'ai sous le nez en plus un graphique qui me dit exactement la même chose. C'est pas le sentiment que j'ai dans ma vie. Alors ça, c'est pas le sentiment que nous avons dans notre vie. C'est de revenus perçus. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que là, quand on prend le revenu brut des ménages, il y a le fait que les ménages, il y en a de plus en plus. Il y a 0,9% de ménages en plus chaque année. Donc on n'a pas un revenu qui est réel, qui est celui de ce que chacun touche. Donc la population croît en France. Hein. C'est pour ça que finalement, on a une économie aussi qui se porte bien. On a une natalité forte. Donc ça, c'est un facteur français qui n'est pas du tout le même en Italie ou en Allemagne. Donc le revenu perçu par rapport au revenu réel est amputé par le fait qu'il y a une croissance des ménages, la taille des ménages diminue, et qu'en même temps, on a des croissances de dépenses importantes, comme le logement, qui font que ce qui reste pour consommer, ce qui est libre, ce qui est libéré... On appelle ce que les banquiers appellent le reste à vivre, d'ailleurs. Le reste à vivre, voilà, il y a un grand distributeur qui est un mot affreux. Qui a appelé ça le pouvoir d'achat effectif, on a créé plein de termes. En effet, ça croît moins vite parce que le poids du logement a beaucoup progressé, et il progresse beaucoup depuis qu'il y a une crise économique. Mais vous avez aussi l'illusion monétaire. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que vous êtes spontanément beaucoup plus attentif au prix que vous payez qu'à l'argent que vous recevez. C'est une illusion psychologique qui fait que vous êtes plus sensible aux hausses de prix qu'aux hausses de salaire. La hausse de salaire, très rapidement, vous l'oubliez. Alors que la hausse de prix, vous la subissez, donc vous la remarquez. Les chiffres que vous montrez sont quand même relativement clairs. Et alors, il y a deux phénomènes qui jouent. D'abord, ce sont des moyennes, bien évidemment. Donc, comme le disait madame, il y a des gens... Si vous, par exemple, vous êtes fumeur, que vous roulez beaucoup, eh bien, vous allez payer plus cher votre vie. Vous mangez beaucoup de yaourt. Je peux vous montrer un autre le graphe yaourt, tout à fait étonnant. La baguette, etc. La baguette de pain, c'était 3 francs 98. On fait une moyenne, hein, c'était pas partout pareil, évidemment. 0,90 €, plus 85%. Le café au bar, 6 francs. 6 francs, c'était cher déjà. 2 €, c'est cher aussi. Oui. Plus 64%. Les pots de yaourt, 6 francs 75, 3 €. 3 x 3, mon pot de yaourt. Oui, mais prenez le téléphone mobile, vous allez avoir moins 50%. Prenez le prix d'une voiture, les ordinateurs, tous les produits manufacturés. Donc vous pouvez très bien avoir des exemples d'un côté, mais des exemples de l'autre. Il y a une dame qui... Vous voyez, toujours ce sentiment. Dans le reportage, on entendait cette dame dire « on s'est fait filouter, l'euro c'est cher ». Vous me dites non, c'est une illusion d'optique. C'est une illusion. C'est vraiment une illusion qui est vraiment un facteur psychologique d'avoir divisé par 6. Ça, on le mesure. Hein, dans les pays où on a comme ça divisé la valeur, ça fait cet effet psychologique. On a eu très très peur. Et par exemple, sur l'alimentaire, les prix ont augmenté avant l'euro. Et il y a eu un moratoire où on n'a pas du tout augmenté les prix. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui augmente le plus, ce sont des prix des services. Hein, c'est l'eau, le prix de l'eau, le prix de l'énergie, le prix des maisons de retraite. Et ce ne sont pas les prix des biens physiques. Et ce qu'on regarde, ce sont en effet des prix de certains produits et on est très sensible à ce qu'on achète tous les jours. Donc en effet, vous montrez le prix de la baguette, on est sensible à ça, on le regarde parce que c'est un achat quotidien. Et il y a certains produits qui ont un petit peu plus augmenté, mais le 85% pour le prix de la baguette, c'est pas énorme par rapport à l'inflation générale. Pardon, je suis désolé, je vais être un peu monomaniaque, je ne fais pas en plus, et je vous fais une confidence, je ne fais pas énormément les courses en supermarché. Mais quand je les fais... Les chiffres d'inflation, quand même, on peut les discuter, mais les chiffres d'inflation, ils sont là. Et le problème qu'on entend, on n'entend pas parler aujourd'hui du problème de l'inflation. On entend parler, quand on écoute la radio ou la télévision, on entend parler du problème de la déflation. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur aujourd'hui de l'inflation, on a peur de la baisse des prix et de la baisse de la valeur des actifs. C'est ça la crainte. Quand on a le patron de la Banque Centrale Européenne qui s'exprime... Ça, c'est la crainte des milieux économiques. Parce que le consommateur, il n'a pas peur de ce que vous appelez la baisse des prix. La baisse des prix, moi, je la prends. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une crainte parce que c'est une spirale. La déflation, c'est pas simplement la baisse des prix, c'est la baisse des actifs, c'est la baisse de la valeur des entreprises, c'est un cycle... Des salaires qu'elles peuvent verser. Exactement. Donc, très clairement, c'est un cycle économique, qui est un cycle économique qu'on a connu dans l'histoire, qui est désastreux. Pour revenir à ce qui a été dit simplement par François, je pense qu'il faut être quand même assez clair. Aujourd'hui, l'euro, bien évidemment, a des inconvénients qu'on peut mettre en avant, ou on peut en sortir ou pas, mais il faut quand même rappeler que, par exemple, avec toutes les situations qu'on a eues en France, des tensions il y a quelques mois, les problèmes de la dette, l'endettement, on aurait eu des attaques
100 l'euro sur le front. C'est le trader qui parle. Hein. Non, c'est... non, mais qui vous aurait... vous avez des collègues qui auraient attaqué le franc. Et qui vous auraient touché. C'est-à-dire que les taux d'intérêt seraient montés à 8, 10, 12%. On serait retrouvé avec des taux d'inflation de 6 ou 7%. Ça, c'est du pouvoir d'achat au quotidien. Regarde le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a la même dette que nous. Il a des taux plus faibles. Il a sa monnaie. Donc, ça n'est pas obligatoire qu'on ait des attaques. Regardons la Suède. Elle a sa monnaie. Elle a des taux d'intérêt plus faibles que nous. Si je peux me permettre, vous parlez de pays qui sont des pays dans lesquels il y a eu des vraies réformes structurelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre l'idée que la dévaluation est quelque chose de miracle. Une dévaluation, s'il n'y a pas de réforme structurelle, ça ne sert à rien. C'est certain. En fait, ça n'est pas un substitut. Mais pour autant, la situation en dehors de l'euro n'est pas non plus catastrophique. Il ne faut pas noircir le tableau. Vos épargnants, monsieur le président du Cercle des épargnants, est-ce qu'ils se sentent touchés ou est-ce qu'au contraire... Moi, je suis très hésitant également en ce qui concerne l'euro, mais il n'y a pas non plus quand même que de mauvaises choses dedans. On parlait de déflation tout à l'heure. La déflation, si, c'est grave, mais pour nos téléspectateurs, c'est grave pour le particulier. Parce que la déflation, c'est donc la baisse des prix. C'est tout qui baisse. Hein. La baisse des prix. Qui dit baisse des prix? Si vous avez envie de changer de voiture, vous allez attendre qu'il baisse davantage. Si vous savez que demain elle va valoir moins cher, vous allez attendre pour acheter. Là, la consommation va encore tomber. C'est vraiment le pire des trucs, la déflation. Ça, c'est très mauvais. Alors, pour défendre un tout petit peu l'euro, moi, j'ai 2-3 petits créneaux, là, quand même. D'abord, moi, ça me plaît bien d'aller me promener partout en Europe, sauf en Grande-Bretagne ou en Suisse, et de ne pas avoir de change, d'avoir la même monnaie, et de pouvoir comparer les prix immédiatement. Je vois, j'ai été il n'y a pas très longtemps en Suisse, tout bien tout à l'heure, hein, mais j'ai été en Suisse, et ben pour retrouver le prix de la chambre d'hôtel, il faut reprendre la parité, etc. C'est très compliqué. On n'a plus ça dans toute l'Europe. Et puis, les taux, le partage de l'euro cher, c'est pas tout à fait toujours naturel. Il y a beaucoup d'artificiel dans les monnaies. En ce moment, les dés sont un peu pipés, il y a du matraquage. Le dollar n'est pas à sa vraie valeur. C'est l'euro qui est trop cher ou plutôt le dollar qui n'est pas assez cher. On dit que le yen... Le yuan, la monnaie chinoise, là aussi, c'est fait complètement artificiellement. Et ça, évidemment, ça nous handicape sur le plan des taux de change. Mais si on sort de l'euro, encore une fois, il se passe quoi? Vous voulez dire au plan macroéconomique? Non, pour moi. Pour écoutez, nous, enfin, je veux dire, c'est une expérience qui ne serait pas sans risque, hein, justement parce que vous allez avoir vos produits importés qui vont mécaniquement augmenter de 20%, que vous pouvez avoir... 3 ans de chaos, il faut dire la réalité. Tout dépend qui est au pouvoir, en fait. C'est là où on retombe sur ce que disait Marc, si vous voulez. Une dévaluation, ça peut être une façon d'anesthésier temporairement alors qu'on opère des changements économiques dans la conduite du pays. Mais ça n'est pas un substitut à ces changements-là. C'est là, de ce point de vue, attention aux marchands de sable. Juste un élément quand même sur les prix, quelque chose qu'on oublie toujours. De la même façon, on oublie que les salaires augmentent. Le SMIC quand même, de 99 à 2013, le SMIC mensuel a pris quasiment 40%, alors que les prix au total, ça n'est que 27%. Et le SMIC horaire, compte tenu des 35 heures, lui a pris presque 50%. On l'oublie. L'autre élément, le prix des services augmente, mais vous payez cet argent à quelqu'un. La coupe de cheveux, je ne suis pas un spécialiste de la coupe de cheveux, mais si le prix, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé chez le coiffeur, mais les prix ont très probablement fortement augmenté. Eh bien, si j'avais l'idée d'y revenir, je ne sais pas très bien pourquoi faire, je paierais beaucoup plus, mais c'est mon coiffeur qui encaisse cet argent. Et après tout, l'augmentation des prix, c'est aussi l'augmentation de ses revenus. Dans l'économie, et mon pizzaiolo, voilà, et son fabricant d'huile d'olive. C'est ça que ça veut dire? Il ne faut pas oublier ça non plus. Est-ce qu'il faut préciser quand même que nous avons de nouvelles dépenses, Pascal Ebel, et qu'on a tendance à les oublier? Oui, un téléphone portable par personne oui, en effet, dans chaque foyer, des choses comme ça. Il y a d'abord le logement. Il faut bien comprendre qu'on paye plus cher l'énergie. Quand on prend sa voiture, on paye plus cher l'énergie. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a des produits, mais qui ont des prix qui baissent beaucoup. Et ça, les consommateurs ne les voient pas. C'est les ordinateurs, c'est les téléphones. Le même téléphone, la même qualité de téléphone a beaucoup baissé. Et en effet, tout le monde a envie